Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et cet été, je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle Les Pilotoques du sexe. Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on vous parle spécifiquement de la première fois. Vous verrez que même si vous n'en êtes pas à vos débuts en matière de sexualité, cet épisode n'est pas à l'abri de vous mettre une grosse claque. J'ai été la première à me faire surprendre par la profondeur des discussions qui ont été suscitées à la suite de cet épisode. C'est définitivement un podcast à partager, voire à écouter avec vos adelphes. Mais avant qu'on commence, j'ai quand même un trigger warning à vous faire. Dans cet épisode, on mentionne à un moment donné des agressions et violences sexuelles sans les décrire en détail. Mais si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, alors n'hésitez pas à passer ce passage en question. Je ferai pause dans l'épisode pour vous l'annoncer. C'est donc maintenant le moment d'éloigner les plus jeunes oreilles, car nous allons parler de sexe. C'est parti. Mais par contre, tout le milieu social te dit ne le fais pas trop tôt. Mais ne le fais pas trop tard non plus. T'en parlais tout à l'heure, les personnes qui se disent oh mon Dieu, je n'ai pas commencé, je suis en retard. Donc il y a vraiment une fenêtre de tir qui est très très précise. Hein. Et moi, il y a un début que je peux vraiment, vraiment avec une marquée. Et c'est avec les fanfictions Harry Potter. Ça a été vraiment. Oh mon Dieu! Ça m'a vraiment dit que mon désir était légitime et que en fait, on avait le droit de fantasmer sur ce qu'on voulait. Enfin, ma mère, quand elle me parlait de sexualité, c'était vraiment un truc chiant qu'il fallait faire pour faire plaisir à son mec, quoi. Waouh. Ah ouais. Ça vient, c'était vraiment ça. C'est ça alors. Ouais, attends. Ça vient de là. Je ne ferai pas l'amour tant que ce ne serait pas une personne avec qui je suis un peu installée, voire que ce ne serait pas le bon. Le fameux le bon, monsieur le bon. Et elle m'a embrassée et je me rappelle que j'étais dans une coloc à ce moment-là et le lendemain, je suis allée voir ma coloc complètement paniquée et je lui ai dit « Elle m'a embrassée, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que ça veut dire que je suis lesbienne ?» Tu vois, toi, tu te souviens de ta première fois ? Moi, j'ai souvent, alors, laquelle parce qu'on a essayé 12 512 fois. Genre, on était là, genre... Il y a une notion que je n'avais pas du tout dans ma première fois de pénétration, on va dire réussie. C'est la sécurité. Le fait de se sentir en sécurité, d'être dans un lieu sécuritaire, c'est-à-dire que moi, typiquement, j'avais l'interdiction d'avoir des copains, et du coup des copines, évidemment. Mais, et du coup, j'avais pas de lieu où faire l'amour. Merci déjà d'avoir accepté d'être sur ce talk, puisqu'on va parler d'entrer dans la vie sexuelle, je l'espère, orientation sexuelle, orientation amoureuse, tous ces sujets-là. Peut-être que viendra dans la conversation des choses au niveau de l'éducation sexuelle qu'on a reçues, des choses concernant la masturbation, peut-être la pornographie, enfin ça dépend, tout ça. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai eu envie qu'il y ait un talk là-dessus, alors je me rends bien compte qu'on ne va pas pouvoir parler de tout, mais pour moi c'était extrêmement important qu'il y ait un talk comme celui-ci et qu'il soit accessible aux personnes plus jeunes. Donc j'espère que j'aurai vu YouTube. S'il te plaît, ce talk n'est pas interdit aux moins de 18 ans. Je veux que tous les moins de 18 ans le voient, en fait, en réalité. Du coup, on ne va pas pouvoir parler de tout, donc il y aura un peu de frustration, mais on pourra en parler sur Twitch si vous avez envie de faire partie de l'aventure Twitch. Ouais. Ensuite. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un partage qui nous permette de transmettre au maximum aux personnes qui regarderaient, qui seraient dans le début de leur vie sexuelle, ou même plus tard, mais qui ont eu la sensation en tout cas de rater leur rentrée dans leur vie sexuelle. J'entends beaucoup d'adultes dire ça. Et d'en discuter de manière ouverte sur le ton qui vous conviendra à vous. Et voilà. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on commence par un petit tour de prénom-pronom, si ça vous va. Et je veux bien un mot que vous évoque le thème d'aujourd'hui. Alors, je peux commencer. Moi, je suis Nadia, pronom elle. Et le mot que ça m'évoque, le sujet d'aujourd'hui, ça serait périple. Ok, merci. Géraud, pronom il ou elle. Le mot que ça m'évoque, l'entrée dans la vie sexuelle du coup. Ou orientation sexuelle, enfin tout le large sujet. Ce serait questionnement. Ouais.
Donc moi, je m'appelle Lille, mon pronom c'est il, et le thème d'aujourd'hui m'évoque le mot liberté. Esther, elle, et je n'ai pas réfléchi à ma propre question, le mot que ça m'évoque, je dirais confusion. Moi, je m'appelle Déborah, mon pronom c'est elle, et je dirais que le mot c'est construction. Moi, c'est Marion, pronom elle, et j'ai envie de dire enjeu. Du coup, je trouve que ce qui serait cool, si vous le souhaitez, c'est qu'on commence par partager un petit peu comment c'était pour nous, à titre perso, notre entrée dans la vie sexuelle, ou notre parcours avec, notre parcours avec l'orientation sexuelle. Tout ce que vous trouvez, alors moi je ne vous connais pas tous et toutes personnellement, donc c'est vous qui savez ce qui est chouette à transmettre, donc il n'y a pas de limite. Qui veut prendre la parole peut. Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Je me lance dans le bain. Entrée vie sexuelle, moi je pense à la masturbation directement. J'en parlais hier justement dans les ateliers et tout, mais au final, ça n'a pas été vraiment cool cette masturbation parce que vu que j'étais pas au courant qu'on pouvait se masturber et que ça existait, j'avais l'impression d'être la seule au monde à faire ça et que c'était honteux de ouf. Et du coup, vraiment le premier sentiment que j'ai eu dans la rentrée dans la vie sexuelle, c'est la honte. Il faut le cacher, c'est bizarre, il ne faut pas en parler. Et le truc, c'est que ça a duré des années, en fait. C'est que les premiers souvenirs de masturbation que j'ai, c'était vers l'âge de 7-8 ans à peu près. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler de sexualité par ma sœur. J'avais peut-être 14 ans, quoi. Donc, au final, entre 12 et 14 ans, donc au final, j'ai passé 4 à 6 ans à être dans mon coin, à avoir honte de ce qui se passait, sans pouvoir mettre de mots dessus. Et aussi peur. Je me souviens que j'avais une peur que ça se découvre. À un moment donné, imagine, quelqu'un ouvre la porte et me voit, et qu'est-ce qui se passe ? C'était horrible. Et je pense que la peur, elle est aussi arrivée un peu plus tard, quand j'ai commencé à regarder de la pornographie, qui n'a pas fait directement partie de ma première base d'éducation dans la rentrée de vie sexuelle, mais qui a fait plutôt partie de la phase construction, où à un moment donné, j'avais ce truc de très peur de j'ai moins de 18 ans, si la police m'appelle et que se rend compte, madame, vous avez moins de 18 ans et vous avez regardé du porno. J'avais trop peur. Des années entières, j'ai pas pu cliquer sur ce truc. Donc, mais bon, au final, j'ai cru comprendre que ça allait. T'as dit cliquer quand même, c'est rigolo comme oui. lapsus. Est-ce que tu as vraiment cru que la police allait t'appeler? Ah oui. Ok, Mais des fois, il y avait le téléphone qui sonne et on ne sait pas qui c'est là. Et c'est là, ma mère, faut pas qu'elle réponde. Il y a quelqu'un qui va dire, écoutez, on a vu sur le site, elle n'avait pas 18 ans, qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais trop peur. Mais ça fait partie à un moment donné de ma construction. Alors, j'ai quand même toujours eu cette conscience que ce n'était pas la réalité, mais ça a été plutôt pour moi la construction de l'excitation. De me dire, je peux, au-delà de la honte et de la peur, même si elle était restée, même dans la masturbation, me dire, ok, je peux être excitée. C'était bizarre parce que d'habitude, c'est plus la masturbation qui m'appelait. Genre, ton corps en a besoin là, à un moment donné. Mais là, moi, je pouvais aller le créer, l'excitation. Et je pense que la première construction, la première entrée dans la vie sexuelle, ça a été avec moi-même. Et puis après, par la suite, ça s'est fait avec des hommes, principalement, même si j'avais les femmes en tête de mon côté, mais bon, ça s'est fait avec les hommes. Et pareil, ça a été assez jeune, on va dire, les premières fois où j'avais envie d'expérimenter, bon, pas avec la pénétration ou quoi, mais je devais avoir 12 ans à peu près, et c'était ultra tabou. Enfin, personne au collège qui se dit... s'il y en a plein, mais moi, je ne les connaissais pas. Mais qui se disent, vas-y, viens, c'est normal, et tu peux explorer, aller toucher le corps de l'autre et tout. Et puis, j'avais aucune éducation sur le consentement, alors pas du tout. Des deux sens, au final. Pas du tout. Donc, il y a vraiment un truc, ça a rajouté de la culpabilité. En plus de la honte, la peur, il y a eu cette culpabilité de, t'es une femme, et t'es excitée, en plus t'es jeune, ça va pas du tout, quoi. J'avais ce modèle en plus, il y avait une règle dans ma famille qui était tu n'as pas le droit de faire l'amour si ça fait pas minimum 1 an que tu es en relation avec la personne. Voilà. La même.
C'est long. Et c'était long. C'était long. Et j'avais cette pression que ma sœur, juste au-dessus de moi, elle avait réussi cette règle. Ah ouais. Mais moi, j'étais là, je peux pas. Mais moi, je suis excitée, je peux pas attendre un an, tu vois. Et au final, du coup, je me suis séparée de la personne. On s'est séparés tous les deux parce qu'on a... Enfin, moi, c'était pas possible d'avoir cette double ambivalence de j'ai envie et en même temps, je ne peux pas. Donc, c'est bien plus tard, je dirais même que c'est récent, que c'est une sexualité où on peut mettre le plaisir au centre. Donc voilà, je vais laisser du temps de parole quand même aux autres. Je pense à quelque chose qui peut être intéressant pour que les personnes qui nous regardent puissent s'identifier ou comprendre un peu. Ça m'intéresserait, si vous le souhaitez, que vous partagiez le mot que vous mettez sur votre orientation sexuelle et ou amoureuse, si vous vous définissez par ça. Parce que ça peut aider les personnes à comprendre les parcours et à... Donc je ne sais pas si tu souhaites le partager, Oui, toi. ça me va. Moi, je me définis comme pan, mais récemment, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui fait que j'utilise le mot pan et pas bi ? Et grande question. Donc du coup, à l'heure actuelle, je mettrai le mot pan. Voilà. Je regardais là parce que j'ai l'habitude de tourner dans le sens, mais en fait, c'est en popcorn, on a dit. Merci. C'est normal. Ok, alors moi, mon entrée dans la vie sexuelle, en fait, je viens d'une famille dans laquelle on ne parlait pas du tout de sexualité. C'était même... Enfin, ma mère, quand elle me parlait de sexualité, c'était vraiment un truc chiant qu'il fallait faire pour faire plaisir à son mec, quoi. Waouh. Ah ouais. Ça vient, c'était vraiment ça. C'est ça alors. Oh, attends, Ça vient de là. je processe ce que tu viens de dire. Voilà, je viens de loin, imagine-toi. C'est à cause de Ouais. ça qu'on a toutes ressenti cette culture, d'accord. Et, ouais, c'était ça, c'était vraiment bon. Mais bon, je pense qu'elle, c'était son truc aussi, ça l'intéressait pas plus que ça. Je vivais dans une famille qui était très matriarcale. Ma grand-mère maternelle vivait aussi avec nous. J'avais une grande sœur, que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, la sexualité, c'était vraiment un truc... Il y avait un homme qui vivait dans notre famille, c'était mon beau-père. Et donc, bon... Voilà, il y avait vraiment cette ambiance très matriarcale, mais en même temps, le sexe, c'était comme une espèce de monnaie d'échange pour le confort de vie qu'on pouvait avoir avec un homme dans sa famille. Et moi, j'ai commencé à avoir des images. Bon, on avait Canal+, hein, donc vous êtes peut-être trop jeune pour vous souvenir, mais nous, on n'avait que ça à l'époque. Et en fait, les premières images porno, les premières images excitatoires, elles sont arrivées par là, quoi. On n'avait pas Internet encore. Ou alors, si c'était les magazines qui étaient planqués chez le marchand de journaux tout en haut, sous blister, etc. Et moi, mon imaginaire érotique, il s'est créé comme ça. Il y avait quelques livres d'art classique à la maison où il y avait quelques trucs un peu érotiques, mais vraiment, c'était assez pauvre. Et j'ai perdu ma virginité à 14 ans avec mon premier amoureux sérieux de l'époque. Et en fait, je me sentais très anormale. J'ai toujours su que le sexe m'intéressait, j'avais plein de curiosités autour de ça, etc. Mais vu dans le milieu culturel dans lequel je baignais, je me trouvais très, très anormale, en fait. Un peu honteuse. De toute façon, je me suis un peu construite en étant un peu le vilain petit canard de la famille. C'était OK. Mais il y avait en plus ce truc-là qui rajoutait. Et je me souviens, moi après j'ai fait des études en école de commerce et dans troisième année, il fallait qu'on crée un projet d'entreprise. Et à cette époque-là, en fait, tout ce qui était passage du désir, etc., ça n'existait pas du tout. Et moi je me dis, mais en fait, il faudrait un truc qui soit orienté autour du sexe, mais pour les femmes en fait. Parce que les sex shops glauques de Pigalle, ça ne nous correspond pas. Faudrait faudrait vraiment faire un truc là-dessus. Et j'avais vraiment envie de monter ce projet. Et en fait, mes profs, ils m'ont regardé comme si j'étais une espèce d'extraterrestre. Ils m'ont dit non, mais prends un truc plus conventionnel, quoi. Et bref, en fait, ce truc-là, cet intérêt pour la sexualité m'a accompagnée. Voilà. Et j'allais chercher dans... J'avais pas de culture, en fait. Je savais même pas... je lisais pas Françoise Ray. Je savais pas que toutes ces écrivaines, toutes ces autrices et ces auteurs existaient. Et je me satisfaisais de ce que je pouvais trouver comme petite miette, quoi. Après, je me suis mariée, etc. Et j'ai vécu une vie très vanille jusqu'à l'âge de 30 ans, à peu près. Où là, en fait, j'ai découvert la vie. Oh, un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. C'était dingue. Et j'ai toujours su aussi que j'avais une attirance pour les femmes. Je vivais en couple hétérosexuel. Je n'ai
eu que des aventures romantiques avec des hommes. Et en fait, aussi, le fait de découvrir la non-exclusivité, le milieu du sexpo, etc., ça a été l'occasion pour moi d'aller chercher plein d'expériences, d'aller vraiment au-delà de mes envies, quoi. Donc, c'était un long cheminement. C'est pour ça que j'avais parlé de périple. C'est que je sens que je viens de loin et que, en fait, j'ai dû péter des murs, en fait, à chaque fois, quoi. Aller au-delà d'un truc qui me semblait interdit ou très transgressif et en fait me dire non, vas-y, prends-toi par la main et vas-y, même si ça fait un peu peur. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je me définis aussi comme pan, dans le sens où j'ai de l'attirance physique pour les hommes, j'ai de l'attirance physique pour les femmes, j'ai de l'attirance physique pour certaines personnes trans. Par contre, j'ai jamais eu d'aventure romantique, d'histoire romantique avec d'autres personnes qu'avec des hommes. Mais voilà, ça reste une curiosité, quelque chose que j'aimerais vivre dans ma vie, expérimenter. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et je me dis que j'ai encore plein de trucs à découvrir. Et c'est cool parce que c'est plus genre il faut absolument que j'assouvisse des fantasmes ou j'ai envie de faire ce truc-là ou j'ai envie de faire ce truc-là. C'est d'autres choses en fait qui m'excitent. Genre la gentillesse et la tendresse m'excitent. Genre le respect et la santé mentale de quelqu'un, ça m'excite. Je trouve ça... les qualités humaines plus que genre les performances sexuelles ou des trucs de fou que je pourrais vivre. C'est plus ça en fait. Et quand j'entends des personnes plus âgées en fait aussi qui parlent de leur sexualité, qui disent ouais, en fait il se passe autre chose. On va vers autre chose. Peut-être que le côté très excitatoire du sexe disparaît, mais en fait ça se transforme, on y trouve autre chose. Et en fait je comprends plus, je sens que je suis un peu sur ce pivot là qui m'amène vers un attachement plus spirituel voilà. Donc voilà le périple. Je me sens près au milieu de mon périple, grosso modo. Milieu de vie, milieu de périple, milieu de vie adulte en tout cas. Merci. J'ai l'impression que du coup la rentrée dans la vie sexuelle, elle se fait continuellement. Oui, mais c'est clair. C'est totalement ça. C'est évident. Il y a plusieurs entrées en fait. C'est pour ça que, j'espère que ce dont on discutera sera rassurant pour les personnes qui regardent. Ils disent, je sais pas, j'entends tellement, j'ai souvent des messages, je sais pas si toi tu as la même chose sur tes réseaux sociaux, mais des personnes qui ont 17 ans, 18 ans, qui me disent, j'ai pas commencé ma vie sexuelle, je suis en retard. Toi, t'es là, Et en même temps, comment leur répondre sans être condescendant ou agiste, quoi. C'est compliqué, donc c'est toujours un peu le truc. J'espère que nous entendre en parler et dire, en fait, il y a une remise en question continuelle et des nouvelles choses à découvrir continuellement. Et encore, ici, on est au maximum la quarantaine, donc en fait, c'est dire l'espace qui est encore... Je rencontre des personnes de 60 ans qui découvrent des choses. Je trouve ça génial, quoi. Bien sûr. Donc, merci. Quelqu'un d'autre qui a envie de partager son entrée, son parcours, son périple, même si c'est pas un périple, dans la vie sexuelle. Moi, je suis chaud. Vas-y. Je veux bien y aller. Du coup, en fait, il y a plusieurs choses que j'ai envie de partager par rapport à l'entrée dans la vie sexuelle, mais les interventions qui viennent d'avoir lieu se concentraient plutôt sur la en tout cas, tu as parlé beaucoup de masturbation et du coup, j'ai envie d'aller plutôt sur le côté, on va dire, entrer dans la vie sexuelle dans le sens la vie sociale sexuelle. Et moi, il y a un début que je peux vraiment, vraiment marquer, et c'est avec les fanfictions Harry Potter. Ça a été vraiment... Quoi ? Oh mon Dieu! Non mais ça m'évoque tout de suite des trucs. Paris, Dramion, c'est ça. Ok, voilà. Et c'est vraiment un... Je suis passée totalement à côté. J'ai perdu... Là, je ressens du FOMO, là. Et où étais-tu? Tu sauras. Donc en fait, c'est donc pour les personnes qui ont grandi dans les années 2000, en fait, il y a eu un grand mouvement littéraire qui était la saga Harry Potter. Et en fait, ce qui n'est pas beaucoup dit sur Harry Potter, c'est qu'il y a tout un aspect, on va dire, sexpo queer d'Harry Potter qui est très peu connu et qui en fait consistait à beaucoup de, on va dire, femmes et personnes identifiées comme femmes qui se réfugiaient sur des forums depuis leur petit ordinateur où elles étaient censées réviser leur français. Et on s'écrivait des histoires de cul. Et on se les transférait entre nous, quoi.
Et c'était vraiment déjà extrêmement queer. Il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires homme-homme, femme-femme, des trucs hyper tabous. Il y avait des histoires avec les jumeaux qui couchent ensemble, enfin des trucs comme ça. Et c'était vraiment un espace d'exploration très kinky. Et moi, en fait, j'ai réalisé plus tard à quel point ça l'était, parce que j'en avais pas conscience. Parce que pour moi, on explorait dans l'univers avec lequel on avait grandi, mais en fait, j'avais pas conscience d'à quel point c'était en train de dédramatiser énormément de choses, en fait, et de m'ouvrir à tout un pan qu'allait devenir ma sexualité aussi plus tard. Et il y avait, et c'est ça. Et donc, évidemment, il y avait plein de problèmes sur le consentement. Enfin, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, c'était pas la même éducation à l'époque, mais ça m'a vraiment dit que mon désir était légitime et que, en fait, on avait le droit de fantasmer sur ce qu'on voulait. Et moi, ça a été vraiment un espace à la fois d'exploration, mais aussi de rencontre, parce que rencontrer des gens qui ont les mêmes kinks que toi, c'est hyper important, en fait. Et donc, pour moi, l'aspect social a été assez vite important, en fait. Et en termes d'entrée dans la vie sexuelle, en termes de première fois, si on peut appeler ça comme ça, moi, j'en ai deux. Il y en a une qui est ma première... mais c'est pareil, si tu me demandes mon orientation sexuelle, j'ai envie de répondre quel est mon conditionnement sexuel et quelle est mon orientation sexuelle. Mon conditionnement sexuel, c'est que je suis hétérocompulsif, c'est que j'ai une attirance que je ne contrôle pas et que si je l'explique très bien grâce aux sciences sociales, mais j'ai une attirance qui est presque hors de moi pour les hommes cisgenres. Et j'ai appris à construire une orientation sexuelle à côté de cette hétérocompulsivité qui a été quand même hyper importante dans les premières années de ma vie sexuelle. Et du coup, j'ai vraiment deux premières fois. La première qui est avec mon premier amour de jeunesse, où c'était l'amour fou, et c'était une très belle première fois. On était très potes, et en fait, on était tous les deux amoureux l'un de l'autre, mais on ne voulait pas se le dire. Et on était en mode, vas-y, on a tous les deux besoin de faire notre première fois, du coup, est-ce que tu veux bien le faire avec moi ? Et du coup, c'était vraiment une première fois de potes dont j'ai un super bon souvenir. Et c'était notre première fois tous les deux en plus. Donc il y a vraiment ce truc de... Après, on a été très amoureux, on a été hyper romantiques parce qu'on avait partagé la première fois l'un de l'autre. Donc ça a été ma première entrée dans la vie sexuelle. Et ma deuxième entrée dans la vie sexuelle, je la date à milieu 2017, qui est la première fois où j'ai été avec une personne où j'ai pu exprimer... comment dire ? Parce que j'ai pas envie de dire l'homme en moi, c'est pas juste de le dire comme ça. Mais il y a un côté où j'ai pu être moi-même pleinement avec quelqu'un qui recevait cette masculinité. Voilà, on va le dire comme ça, je pense que c'est plus juste de le dire comme ça. Et c'était avec une personne transféminine dont j'étais extrêmement proche et avec qui j'ai eu vraiment l'impression de pouvoir construire quelque chose qui était totalement en dehors de l'hétérosexualité pour la première fois. Et c'était hyper intense, hyper fort, ça a été très, très, très émotionnel, à tel point qu'au bout d'un moment, j'ai fui, tellement c'était intense pour moi. Mais ça a été un moment aussi, et pour moi, c'est une deuxième entrée dans ma vie sexuelle. Voilà. Moi, je veux bien y aller, comme ça, je ne serai pas la dernière. En fait, je réalise que je prends ce que vous dites, et en même temps, il faut que moi, je me recadre dans ma tête. Alors, entrer dans la vie sexuelle. Alors moi, je viens d'une famille témoin de Jéhovah. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui le savent. Et du coup, l'imaginaire sexuel, autant dire qu'il n'y en a pas. Et que c'était, tu ne feras pas de sexualité avant le mariage. Hétérosexuel, évidemment. Il y a même pas de... Enfin, j'ai appris que l'homosexualité existait, que ce n'était pas une blague, en fait. Que ça existait vraiment. C'était pas juste la cage aux folles, quoi. Ça existait, c'était pas un jeu de rôle, quoi. Et j'ai appris ça dans ma vingtaine.
Donc, autant dire que la sexualité, c'était un non-sujet. Et en plus, le seul contact que j'avais avec la sexualité, c'était au travers de l'école et de l'éducation sexuelle à l'école. Donc moi, ce que j'avais entendu, c'est que le sexe, ça pouvait faire mal, que ça pouvait faire des maladies, que c'était compliqué, tabou, tout ça. Plus, il ne fallait pas le faire avant le mariage, c'était interdit. Donc en fait, je me suis dit, mais c'est nul ce truc, mais pourquoi on ferait ça en fait, genre tout le monde est là à nous en parler comme un truc, attention vous allez le faire, mais il y a gros warning. Je me suis dit, mais pourquoi les gens font ça s'il y a autant d'inconvénients à faire ça? Et je n'avais absolument pas conscience, pareil que toi, la masturbation, mais moi je savais pas que ça existait, j'avais jamais exploré. Il se trouve que dans ma sexualité à moi, dans mon corps, la stimulation externe de ma vulve n'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc en fait, j'ai mis longtemps à découvrir parce qu'il m'a fallu de la pénétration pour comprendre que je pouvais avoir du plaisir avec ma vulve. Donc en fait, j'ai pas découvert la masturbation comme beaucoup de personnes à vulve très jeunes. Du coup, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ce truc? Et je comprenais pas pourquoi c'était tant un engouement autour de ça. Donc moi, mon entrée dans la vie sexuelle, finalement, je l'ai fait avec ma première relation en sortant des témoins de Jéhovah, donc c'était autour de mes 19-20 ans. Et ce qui était intéressant, c'est que je n'avais pas questionné évidemment mon hétérosexualité, parce qu'à ce moment-là, je ne savais même pas que l'homosexualité existait, donc j'avais 20 ans, je ne savais pas. Et j'ai un peu du mal avec la notion de première fois. Il y a beaucoup de gens qui... Tu vois, toi, tu te souviens de ta première fois? Moi, j'ai souvent... Alors, laquelle? Parce qu'on a essayé 12 512 fois. Genre, on était là, genre... Non. Genre, et ça a duré 3-4 mois, donc j'ai un peu de mal à dire... Quand est ma première fois, genre est-ce que c'est le premier jour où on a essayé ou c'est le premier jour où ça a marché? Et puis ça voulait dire quoi marcher? Pour nous à l'époque, c'était une pénétration réussie, c'était ça, ça a marché. Donc ça a été un peu laborieux, on va dire, dans mon cas. Et j'ai trouvé ça un peu chiant. Enfin, je me suis dit, ouais, ok, très bien, un peu. Genre, pourquoi faire? Enfin, pourquoi faire des enfants, évidemment. Évidemment. Et puis c'est un peu, je pense que c'est assez tardivement. Enfin, moi aujourd'hui, je me définis comme pansexuelle et polyamoureuse. Et le polyamour, par contre, c'est un truc que j'ai découvert assez vite. Je me souviens très bien, étant ado, d'avoir, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur la chaîne, mais je le dis surtout pour vous, mais étant ado, j'avais des copines. Alors moi, évidemment, pas de sexualité, pas de couple, pas de machin, témoin de Jéhovah, donc même pas de petits copains, machin. Et je voyais des copines qui sortaient avec des mecs et tout, évidemment, c'était que d'hétérosexualité. Et il y avait des trucs du genre, ouais, mais tu comprends, il a envoyé un SMS à Lara ou à Laura ou à je sais pas qui. Enfin, c'était MSN à l'époque. Ah, il lui a écrit. C'est grave. Puis moi, j'étais à... Hein? mais vraiment, sincèrement, je comprenais pas. Et la réponse qu'on m'avait faite, c'était non, mais c'est parce que tu comprendras quand tu seras amoureuse. Puis moi, j'étais ok, bah, c'est parce que j'ai jamais été amoureuse. Puis, en fait, quand j'étais amoureuse, j'étais à... Je ne comprends toujours pas. Et je me suis vraiment questionnée de mais ça se trouve, est-ce que j'aime vraiment mon copain? Est-ce que je me mens pas? Je l'aime, peut-être que je l'aime pas, en fait. Parce que du coup, je suis pas jalouse. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, j'ai compris en découvrant le polyamour et tout ce qu'il y avait autour de ça. Donc, en fait, on parle de quelque chose que j'ai découvert il y a 7 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est bon, il y a longtemps maintenant et je suis assise bien dans le concept, mais c'est tard dans ma vie, j'ai 34 ans aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai mis quand même un bon moment à me dire... À tout moment, j'avais peur de moi-même de tromper mon copain. Et donc, j'étais comme ça, et j'avais l'impression de ne pas l'aimer parce que j'étais pas jalouse quand je le voyais avec d'autres filles, voire limite ça m'excitait. Alors j'étais là, peut-être avec un peu de chance, je vais embrasser une fille. Horrible. Donc voilà, pour moi ça a été vraiment la confusion totale, d'où le mot confusion du début à la fin, et même sur mon orientation sexuelle. Encore aujourd'hui, là je parle de pansexualité, mais je crois que c'est un mot que j'ai mis il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très récent. Et honnêtement, j'en sais rien. Je constate et j'apprends tout ce dont tu as parlé là en ce moment justement sur combien l'orientation sexuelle est en fait culturelle. Et c'est quelque chose... et moi jusqu'à maintenant c'était vraiment genre non, tu es comme ça ou tu peux pas le remettre en question, tu es né comme ça, quoi. Et là je commence à remettre en question ça et du coup ça me confuse encore plus, je sais encore moins qui j'aime pas. Je mets le mot pansexuel parce qu'en fait, je me rends compte que, en vrai, si je m'écoute, je peux être attirée sexuellement par différentes personnes indépendamment de leur genre. Et j'ai moins qu'avant, en tout cas, ce truc de par des femmes d'une certaine manière et par des hommes d'une certaine manière. C'est pour ça que je mets pas le mot bi
mais plutôt le mot pan, parce qu'il n'y a pas de binarité finalement dans mon attirance. Mais en soi, c'est grosse confusion encore aujourd'hui pour moi. Et je crois que le truc que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on en parle plus, et même pour les personnes qui sont parce qu'on s'attend, surtout, alors moi avec YouTube en plus j'ai une image un peu de fille sûre d'elle, qui parle de cul tout le temps, mais même auprès de mes potes. Et en fait, j'aimerais avoir un peu plus l'espace de dire que on peut être confus sur ces sujets-là et que ça peut changer, c'est fluctuant. J'ai des personnes, là je crois qu'il n'y en a aucune ici autour de cette table, parce qu'il y avait personne qui voulait témoigner sur le sujet, mais j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont aussi sur de la demi-sexualité, de la sexualité. Et en fait, c'est des choses qui fluctuent, qui se découvrent. Et voilà, je crois que le message, c'est OK d'être confus. Ça, c'est celui-là. Je crois qu'il y a le fameux truc aussi. Désolée, si Non, mais allez-y. Il y a le fameux truc aussi, moi qui m'a perturbée quand j'ai voulu découvrir mon orientation sexuelle, c'est mais si c'est pas du 50-50, je suis pas à 50% attirée par les femmes et à 50% de la même manière, exactement au même moment par les hommes. Et du coup, ça te fait que tu veux trouver une case, mais tu essaies d'en changer, de dire là, en fait, je suis vraiment très, très attirée par les hommes cis et tout, donc en fait, je suis hétéro. Un jour, tu te retrouves attirée par un homme trans ou une femme trans. Alors finalement. Ou une non-binaire. Alors, finalement, du coup. C'est ça, et c'est parce qu'on n'en parle pas assez aussi, donc il y a ce truc de voir qu'il y a tout un spectre finalement dans l'orientation sexuelle et qu'elle a le droit de fluctuer aussi. C'est ça. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Ouais, je pensais vraiment ça, en fait, que tu disais, c'est OK d'être confus, et c'est OK que ça soit fluctuant, que ça change au fur et à mesure de ta vie, qu'à un moment, tu as envie de relations hétérosexuelles, et puis qu'après, finalement, tu dis non, en fait, les mecs, c'est bon, quoi. J'ai envie de passer à autre chose, et de devenir homo par choix aussi. Enfin, il y a des personnes qui deviennent homo par choix politique. Ça, pour moi, c'est encore dur, tu vois, aujourd'hui, de me dire que c'est possible, parce que j'ai encore ce truc de non, c'est un truc... Enfin, j'ai l'impression que ça me fait mal parce que quand on dit ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement beaucoup de personnes homosexuelles qui se sont battues pour faire reconnaître le fait que c'était pas un choix, que quand j'entends ça, moi ça me fait mal, même si je commence à le comprendre. Donc j'ai pas encore fait le chemin, moi à titre personnel là-dessus. On peut pas, c'est clair, tu peux pas choisir par qui tu es attiré. Par contre, tu peux choisir avec qui tu relationnes. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Et on peut pas choisir par qui on est attiré, mais on peut l'influencer parce qu'on peut travailler sur ses pensées. Et comme l'attirance est aussi fondée en partie sur un ensemble de symboles et de choses, tu peux influencer ton orientation. En plus, on coach nos clients sur la libido là-dessus, je sais. Mais c'est ça, et en fait, enfin, moi en tout cas, j'en suis profondément persuadée qu'il y a des marges de manœuvre qui nous sont accessibles et qu'on peut aller, et notamment par désir, moi ce que j'appelle le désir d'âme, parce que c'est mon côté un peu mystico-pété, mais c'est cette idée de... c'est ce truc d'aller... C'est mon côté mystico-pété. Mais c'est d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus, même si on sent que c'est pas quelque chose qui nous est accessible maintenant. Et c'est ça. Et je voulais, parce que tu as dit, il n'y a pas de personnes asexuelles et pas de personnes... qu'est-ce que tu as dit Demisexuelles. Moi, je me définis, en tout cas en partie, comme aromantique. Alors, c'est pas sexuel, c'est pas... mais orientation amoureuse. Ouais, mais voilà, comme tu as parlé d'orientation amoureuse, tu as parlé de polyamoureuse. Moi, il y a vraiment quelque chose d'aromantique en moi. C'est juste que je ne sais pas comment parler parce qu'on n'en parle jamais. Donc, en fait, il y a ça aussi. Mais on peut... J'aimerais que ce mot soit dit, ça existe. si vous avez... parce que tu as dit tout à l'heure, j'avais peur, je me disais, je ne suis pas amoureuse, comme si c'était la catastrophe, tu vois. Et en fait, vous pouvez ne pas être amoureux de personne et que ça ne soit pas la catastrophe, s'il vous plaît, sachez-le, c'est OK. Lille, est-ce que tu veux bien définir ce que ça veut dire pour toi d'être aromantique ? En fait, être aromantique, il y a plusieurs définitions, donc c'est un spectre, encore une fois. On fera des inserts pour compléter. Voilà, mais il y a... Moi, comment je le vis, plutôt que comment je le vois, comment je le vis, c'est que je ne crois pas à l'amour. C'est-à-dire... C'est juste du cynisme, en fait. On pourrait dire ça, c'est mon côté cyborg, si tu veux, mais il y a ce côté que je... Et du coup, comme il y a cette hétérocompulsivité qui est à côté, ça crée chez moi des espèces de tensions affreuses parce que j'y crois pas et en même temps, il y a un truc en moi qui fait « Le petit singe, s'il vous plaît !» Je veux aller avec ce singe mâle. Pardon. Non, mais on a une histoire de bonobo hier qui était absolument extraordinaire. Et il y a vraiment un singe et un cyborg en moi qui se battent et je sens que ma version vraie
ma version vraie est ta romantique, avec ce truc de l'amour est là parce que il y a des sentiments, il y a de l'attachement, il y a des choses qui se passent, mais ça, être amoureux, genre vraiment, je suis là. Je pense qu'on en parlera encore. Ouais, moi j'aimerais bien revenir, si c'est ok de revenir dessus, sur la représentativité. Ouais. Parce que du coup, ce qu'on nous dit, c'est que, je vais parler de moi, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à me dire, ok Marion, il faut que tu trouves le bon. Genre, c'était L'homme de ta vie. ma quête. Mais depuis très tôt. C'est un homme, l'homme de ta Ah bah vie. oui, Évidemment. 6. Bah oui. La question se pose même pas, c'est-à-dire que tu ne sais pas que c'est... Enfin, je veux dire, quand tu découvres Disney, tu te dis, ok, il y a les hommes, il y a les femmes, et du coup, c'est ensemble, et c'est fini. Et du coup, tu te crées... Moi, j'ai une quête intérieure là-dessus, mais qui a été des années de se dire, ok, pour réussir, il faut que je trouve le bon. Et du coup, ça m'a mis dans une sorte de recherche active, de me dire, ok, il va falloir trouver la bonne personne. Et en fait, donc il y a eu ça. Et après, il y a eu les hormones. Et là, c'est le Là, drame. c'est le drame. Et là, c'est le drame, quoi. Et moi, j'ai envie de parler de cette période horrible qui est la puberté, quoi. Parlons-en juste le fait de dire qu'en fait, tu passes de enfant. Tu peux dire le métier que tu fais pour les gens qui... Ok, je suis thérapeute conjugale et sexologue. Voilà. Voilà. Non, mais c'est important. Enfin, je vous ai pas dit de vous présenter sur votre métier, mais je pense que pour le coup... Ok, si tu veux. La puberté, ouais, c'est ça. Donc, on passe de enfant à ado, adulte. Et en fait, donc, il se passe énormément de bouleversements. Donc, on ne connaît pas notre corps. On se dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je deviens? Pourquoi j'ai des pulsions comme ça, incompréhensibles? Et là, tu as en plus, parce que j'ai été éduquée comme une fille, c'est que tu as énormément de pression sur toi, sur le fait de te dire, ok, il y a de la sexualité. Moi, j'étais éduquée dans un truc où c'était plutôt cool et tout, il n'y avait pas de soucis. Mais par contre, tout le milieu social te dit, ne le fais pas trop tôt. Mais ne le fais pas trop tard non plus. T'en parlais tout à l'heure, les personnes qui se disent « Oh mon Dieu, je n'ai pas commencé, je suis en retard ». Donc, il y a vraiment une fenêtre de tir qui est très, très précise. Hein. C'est quoi, tu le fais trop tôt. C'est 14-16 ans? Je ne sais même pas exactement, en fait. C'est quoi cette fenêtre de 14, tir? c'est un peu tôt quand Ouais, même. moi je dirais 16 et demi. 16 et demi. 16 3/4, ça Moi, me va. j'avais entendu 17, mais 16 et demi est plus accurate, ouais, je C'est crois. chaud. On est sur un... Non, mais c'est ça. entre Donc 16 avant, 16, tu tapes une réputation de merde, hein, on va pas se mentir, hein, tu es conspué. Et c'est-à-dire qu'en plus, tu es vu comme un objet sexuel. Ouais. Et donc, toutes les interactions que tu as passent par en fait, ça. C'est-à-dire que tu es la personne avec qui peut-être on va pouvoir coucher. Et donc, du coup, tu prends de la valeur. Et ça, moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Et en fait, tu deviens... C'est ouf, hein. Le regard sur toi déjà change quand tu commences à avoir des formes. C'est-à-dire que tu passes de tu n'existes pas à oh mon Dieu, cette personne a des seins. Ouais, c'est tellement vrai. Et le pire, c'est qu'une fois que tu as fait de la sexualité, évidemment tout le monde le sait. Parce que bon, c'est chouette les ragots, on va pas se mentir. Et puis enfin ouais, bref. Moi je voyais pas le mal en fait, donc j'avais raconté à mes copines, j'étais trop contente et tout, genre oh, on a fait ça et tout. Waouh, grosse erreur, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ou alors faut assumer. Voilà, moi je pense que si je suis là aujourd'hui, et si je suis cette personne, c'est parce que je suis passée par cette étape-là. Et du coup, le fait de l'assumer, ça a été la rédemption en fait. Parce que le fait de dire ouais, ok, j'ai fait ça, et en fait, ça m'a permis de me construire et d'être là aujourd'hui. On en revient à la honte quand même. Hein, parce Ah que, ouais, genre, c'est chaud. pourquoi qu'est-ce que tu dois assumer à 16 ans et demi? Enfin, je veux dire, Ouais, mais c'est carrément. tellement injuste. Quoi. Non, puis on était deux, quoi. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, là, je sais pas si c'est le moment, mais j'ai envie de le dire maintenant, c'est qu'en fait, c'est OK de désirer. C'est OK d'avoir des envies. Parce que la puberté, c'est un moment où tu as plein d'envies. Et je trouve ça dommage de stigmatiser, en plus, avec un double standard. C'est-à-dire que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même façon sur ce sujet. Et du coup, ça brise quelque chose. Quoi. On ne peut plus être spontané, on ne peut plus être dans OK, j'ai envie d'expérimenter des trucs. Parce que il y a la pression, quoi. La pression de ne pas le faire au bon moment et d'être considéré n'importe comment, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, ça me donne envie de te demander, quand toi, du coup, tu as été la cible de ragot quand tu as fait ta première fois, et la personne avec qui tu as fait ta première fois, elle a été inquiétée, entre guillemets, aussi, ou beaucoup moins? Ben non, enfin, je veux dire... Ouais. Non, c'était plus en mode, ouais, c'est cool, mec.
Ouais, c'est Bravo. très asymétrique. Non, mais ouais. c'est ouf, le double Bravo, tu standard, l'as fait. quoi. Ouais, C'est c'est vraiment ça. incroyable. T'es devenu un homme. Ouais. Est-ce Ouais. qu'il y avait d'autres choses? Parce que du coup, je sais pas si tu as partagé tout ce que tu avais envie de partager sur ton entrée dans la vie sexuelle, et, parce qu'on est parti sur forme de discussion, mais Bah, du coup, c'est qu'est-ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, le côté. ton orientation, c'est quoi aujourd'hui, si tu as envie de la partager? Alors, moi, du coup, à un moment, j'étais en mode, ok, la pansexualité, ça me parle. Et en fait, après, j'ai relu un peu des définitions de bisexualité où finalement, c'est pas binaire. C'est pas. La bisexualité inclut tout le monde. C'est juste que. Enfin, de la façon dont je l'ai compris, encore une fois, je peux me tromper, c'est qu'en fait, finalement, Crée les mots, non. le genre de la personne, bah, du coup, va influencer sur comment tu perçois. Et donc, bah, de fait, parce que j'étais biberonnée à la culture hétéronormative et cisnormée, et bah, aujourd'hui, c'est vrai que, bah, oui, automatiquement, c'est ce dont tu parlais, c'est un conditionnement. Et donc, bah, oui, ça va être hyper facile d'aller fréquenter des mecs, alors que des mecs cis. Et du coup, même si je fréquente aussi des femmes, des personnes non binaires aussi, mais en fait, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Mais c'est Comment on fait? un conditionnement. Rien que sur Ça les peut applis de être un rencontre. sujet. Rien que sur les applis de rencontre. Dater autre chose que des mecs, c'est difficile, quoi. Ouais. C'est un vrai truc. Donc, du coup, c'est pour ça que j'utilise bisexuel. C'est que, pour moi, ben, je ne suis pas encore neutre d'un point de vue du genre, quoi. Et pour moi, la pansexualité, c'est ça. C'est être neutre vis-à-vis de la notion de genre. Et je ne le suis pas. J'aimerais bien, mais je ne le suis pas. Ok. Voilà. Merci. J'ai envie de rebondir sur les deux sujets, mais je peux pas tout faire. Je vais en choisir un. Frustration. Rendez-vous 4 heures sur Twitch. De 4 heures au plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Donc, à mon avis, on m'a dit on est là 3 jours. Mais Voilà, c'est ça. Non, je voulais rebondir. On a parlé beaucoup de la première fois. Du coup, ça m'a fait remonter des souvenirs de ma première fois. Et il y a une notion que je n'avais pas du tout dans ma première fois de pénétration, on va dire, réussie. C'est la sécurité. Le fait de se sentir en sécurité, d'être dans un lieu sécuritaire. C'est-à-dire que moi, typiquement, j'avais l'interdiction d'avoir des copains. Et du coup, des copines, évidemment. Mais, et du coup, j'avais pas de lieu où faire l'amour. Et ça m'a... Enfin, il y a ce truc où on se dit, si on leur donne pas le lieu, alors les hormones, elles vont pas exister et ils vont pas faire l'amour, quoi. Il y aura pas de sexe parce que juste on n'aura pas donné le lieu, tu vois. Et tu parles des adultes, là. Voilà, les adultes, les parents, les adultes. Ou c'est comme ce truc de vous pouvez rester dans la chambre, mais pas la nuit. Tu sais, Ouais, ça, c'est ça, bien sûr. Évidemment que le sexe, Ouais. toujours. Non, ça n'existe ça pas. n'existe pas. Bah, moi, j'avais pas la chambre non plus. Et donc, du coup, il y avait ce truc de où est-ce que je fais l'amour et comment je peux me sentir en sécurité dans un endroit qui n'est pas du tout prévu pour ça. Et en fait, j'ai eu vraiment toutes mes premières expériences qui, je pense, avec du recul, j'aurais préféré les avoir après avoir eu des premières expériences sécuritaires, de me dire « Ah, je vais le faire dehors, je vais le faire devant des gens. » Enfin, voilà, beaucoup plus tard. Mais ça a été en fait les premières expériences que j'ai eues de devoir le faire au lycée. Comment on fait l'amour au lycée? C'est compliqué, Ouais, ok. parce qu'en plus, il y a le truc des ragots, si on se fait choper. Mais en plus de ça, si on se fait choper par les élèves, bon, il y a les ragots, mais si on se fait choper par les profs, enfin, c'est autre chose. Et il y avait cette ambivalence dans ma tête de me dire, mais t'as qu'à pas le faire. Parce que t'as pas d'endroit, donc t'as qu'à pas le faire. Mais il y a les hormones, il y a l'envie, t'es dans une relation. Enfin, c'est pas juste te dire stop. Il y a quand même cette envie à un moment donné. Donc, c'était le faire dans les champs, le faire dehors, le faire dans le lycée, comme j'ai dit. Et du coup, la première fois, comment elle s'est passée réussie, c'est que déjà, il faisait froid. Mon Dieu. Il faisait froid, ne faites pas votre première fois en hiver dehors, c'est pas le meilleur. Ah ouais. Et au final, on avait réussi à aller dans des toilettes d'un gymnase. Et du coup, il y a aussi, et je pense que tu ne devrais pas penser à ça pendant cette première fois, de est-ce que quelqu'un va nous entendre? Est-ce que quelqu'un va ouvrir une porte? Tu ne peux pas te concentrer sur ton plaisir. C'est pour ça que je dis que la notion du plaisir, de te concentrer sur ton corps à toi, elle est censée faire partie pour moi de ta construction dans la rentrée de la vie sexuelle. Mais moi, elle est arrivée très très tard. Ce truc de... En fait, j'ai le droit d'avoir le temps de me poser comme ça et de recevoir sans avoir peur de qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je suis en sécurité? Ouais, c'est fou ça. Voilà. En plus de ça, donc du coup, ça doit durer 15 secondes. Ça doit se finir quand le mec éjacule, évidemment.
Et la capote a craqué en plus de ça. Vraiment, c'était la totale. Et du coup, tout ce truc de pilule le lendemain et tout, mais à qui on en parle? Ouais. Parce qu'on n'est pas censé faire l'amour. Heureusement, il y avait l'infirmière du lycée quand même. Je pense qu'il devrait y avoir plus de personnes autres que tes parents et voilà, pour pouvoir être là, pour pouvoir être un soutien ou quand tu as des questions. Alors j'ai appris beaucoup plus tard qu'il y a des associations aussi, planning familial et tout, qui peuvent t'aider là-dessus, notamment sur les questions de viol. J'espère qu'on ne sera pas démonétisé. Enfin, tu seras pas... Ah, mais si, on sera Oui, démonétisé. démonétisé, oui, ça- mais qu'on ne sera pas, Pas grave, ça. censuré. Que voilà, ils en font aussi des groupes de parole et tout ça. Mais des ressources, quoi. Des ressources pour juste... Ouais. La rentrée dans la vie sexuelle peut être pas honteuse, pas dans la peur, pas dans la culpabilité et en sécurité, autant émotionnelle que physique. Et c'est pas la norme, je comprends pas. On en parlait hier dans un atelier de... des fois, je restais avec un homme parce que ma limite, enfin, tu sais, ma norme, c'était oui, mais ce mec-là, il est sécure, il est safe avec moi. Genre, il écoute mon consentement, mais c'est la base en fait. C'est pas censé être un critère, quoi. Genre, non, mais lui, il est pas violent. Lui, il m'écoute. C'est pas censé être un critère. Et il y a un truc que j'aimerais aborder aussi avec vous, c'est que j'ai l'impression que quand j'en parle avec toutes les personnes autour de moi qui ont été sociabilisées comme des femmes, dans notre histoire de rentrer dans la vie sexuelle, il y a des histoires d'abus de consentement, il y a des histoires de violences sexuelles, il y a des histoires d'agression. On est d'accord que ça fait, c'est comme si quand voilà, t'es née femme, ça fait partie de ta vie sexuelle, quoi. C'est quand même dingue, quoi. Est-ce que, Géraud, tu voulais partager ton entrée Ouais, et comme ça, on boucle la boucle. Ouais. Si t'as envie, parce que c'est pas du tout une obligation. Ouais, bah je saurais pas trop quoi partager parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais bah déjà moi mon orientation. C'est pas grave de faire des religions. Concernant mon orientation, la définition que je me considère comme bisexuelle, et la définition que j'ai retenue de ça, c'est une attirance sexuelle pour plus de un genre. Et c'est une définition, c'est moi un concept dans lequel je me retrouve plutôt bien. Et après, ouais, la première fois, quelle première fois? Parce que voilà, j'ai 30 ans et je continue encore de faire beaucoup de premières fois. Et ouais, je crois qu'il y a quand même un truc qui m'a marquée, c'est que pendant très longtemps, j'ai été élevée dans une famille où, disons que les femmes de ma famille avaient peur pour moi. Je pense que ça venait vraiment d'une intention vraiment d'amour et de protection, mais elles m'ont mise en garde en fait sur le désir des hommes, mais pas forcément les femmes d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes de ma famille qui m'ont dit fais attention, tu vas susciter du désir. Il y a des personnes qui vont vouloir faire l'amour avec toi, qui vont vouloir coucher avec toi. Et comme si c'était mal en fait. Et voilà, on ne parlait pas beaucoup de sexualité dans ma famille. Et du coup, j'ai découvert la masturbation tout seul, j'ai découvert beaucoup de choses tout seul. Et je crois que mes premiers amoureux, en fait, j'avais décidé que je ne ferais pas l'amour tant que ce ne serait pas une personne avec qui je suis un peu installée, voire que ce ne serait pas le bon. Le fameux le bon, monsieur le bon. Et donc, comme je n'avais pas trouvé monsieur le bon, je me suis dit, je ne vais pas faire ma première fois tout de suite, en fait. Et du coup, ce que je mettais moi derrière première fois, c'est la pénétration sexuelle. Et donc, j'avais une sexualité sans pénétration sexuelle. Je n'en reviens pas d'avoir dit ça devant une caméra. mais c'est le cas, en fait. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et on assimile souvent l'acte de faire l'amour à la pénétration sexuelle. Donc, du coup, un homme et une femme hyper hétéronormés. Et puis, quid de tout le reste de la sexualité qui est hyper créative et de toutes les autres orientations, de toutes les autres attirances. Et en fait, je crois que j'ai compris vers 23 ans que j'avais déjà fait ma première fois depuis longtemps, quoi. Depuis genre vraiment longtemps.
Et ouais, ça me fait penser à un livre de Betty Dodson qui s'appelle Sex for One et qui dit qu'en fait, le fait de se donner du plaisir soi-même, c'est aussi faire l'amour. Et ouais, voilà. Tu rentres dans la vie sexuelle en fait. Bah, c'est Tu es ça. actif sexuellement quand C'est tu ça. bien sûr. C'est ça. Et mes premiers partenaires, je les ai eus vers 15 ans, 16 ans. Mais pour moi, j'avais pas fait l'amour avec eux, quoi. Jusqu'à mes 23 ans où j'ai fait oh, mais en fait, si, waouh, c'est ouf. Et c'est marrant parce que la première fois que j'ai fait l'amour avec un garçon, du coup, c'était. Je me suis dit, oh, bah c'est tout. Parce que j'en avais tellement fait tout un truc que je m'étais dit, ça va être le cherry on cake, tu vois, ça va être vraiment ça va être incroyable. Et ben voilà, comme toutes les choses pour lesquelles tu construis des attentes, t'as force beaucoup de risques d'être déçu. Et une deuxième première fois dont j'ai envie de parler, c'est ma première fois avec une femme, cisgenre. C'était un peu fou parce que je pensais pas que j'avais de l'attirance pour les femmes en fait. Pour moi, je trouvais les corps des femmes très beaux, mais je pensais que c'était normal que tout le monde pensait ça, ressentait ça. Et quand ma première copine m'a embrassée, ça a été tornade dans ma tête. Je me rappelle que j'étais à l'étranger. Et enfin, forcément, quand tu n'es pas entouré de ton entourage proche, tu te réinventes toujours un petit peu. Et elle m'a embrassée. Et je me rappelle que j'étais dans une coloc à ce moment-là. Et le lendemain, je suis allée voir ma coloc complètement paniquée. Et je lui ai dit, elle m'a embrassée, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire que je suis lesbienne? Est-ce que ça... Elle m'a pris par les épaules et m'avait dit, écoute, ça t'a plu? J'ai fait, ben ouais. Bah alors c'est tout. T'as pas besoin de mettre de mots là-dessus, en fait. Juste vis ça et tu verras plus tard. Et du coup, j'ai vécu ça. Et quand je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à ma famille tout de suite. Parce que ça me paraissait assez décisif quand même dans ma vie. Et alors, du coup, après, j'ai voulu donc me questionner. Parce que moi c'était questionnement. Et j'ai eu du mal à trouver des représentations d'amour de femmes entre elles. Ça a été très difficile. Des choses qui ne soient pas de l'ordre de la pornographie quand même, parce que c'est ce dont on parle. Et je trouve qu'il y a très peu de représentations de femmes qui aiment les femmes. En fait, on m'avait dit j'avais chopé ce tips sur Internet qui était pour connaître ton orientation, essaye de trouver des modèles, de te placer en opposition ou adoption par rapport à ces modèles. Et ça a été hyper compliqué de trouver des belles histoires de femmes qui s'aiment, quoi, parce que souvent ça finit mal dans le cinéma. Souvent il y a quelqu'un qui meurt à la fin. Et ouais, enfin, c'était chaud, quoi. Donc ça s'est fait petit à petit, mais ouais, je me rappelle que ça a été... C'est pour ça qu'il faut représenter, il faut montrer. Je trouve que c'est super de s'assumer et d'en parler, parce que la jeune génération, elle a le droit d'avoir... que ce soit facile pour elle, en fait. C'est clair. Et ouais. Partagez-nous en commentaire des belles histoires de femmes qui s'aiment. Oui. On fera plein de petits cœurs dessus pour que ce soit visible. Ouais. La représentation, c'est autant dans les couples, mais aussi, comme tu disais avant, tu peux on va dire, j'ai pas le mot, nuancer, enfin, aller vers un nouveau type de personne qui t'attire ou qui t'excite. Mais je le vois encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, depuis que sur Instagram, par exemple, il y a des femmes grosses qui peuvent se montrer, il y a des femmes de différentes origines, des hommes aussi de différentes origines, des personnes asiatiques, des personnes brésiliennes. Et c'est là que je me dis, ah mais moi, pendant tout ce temps-là, je croyais avoir un type de mec bien précis ou un type de femme bien précis qui m'attire et rien d'autre. Mais rien que d'avoir de la représentation, bien sûr. au-delà de tout ce qui est sexuel et amoureux, genre juste qu'ils existent et qu'ils soient là et qu'on les voit, tu peux te dire, ah en fait c'est attirant, ah en fait j'aime bien, tu vois.
Non, mais je trouve ça dingue. Encore là. Non, ça me fait penser à un truc qu'on disait hier, bon, du coup pour vous la semaine dernière, mais dans la partie sexpo, c'est un peu ce côté surprenant d'arriver dans un lieu où tu vois des gens qui font l'amour, et en fait, c'est pas les mêmes gens que ceux que tu as vus dans tous les pornos. Enfin, je veux dire, tu vois des gens de tout type de corps, et c'était genre. À tous âges, ouais. Et c'était toi qui partageais, Ouais. c'est pas une blola de ah, mais en fait, j'ai pas besoin d'être blonde à forte poitrine et commence pour pouvoir avoir du sexe, du désir et tout. Waouh! Et en fait, t'as même pas conscience que t'as ce truc-là avant de le voir. En fait, tu sais pas évidemment. que tu sais pas. T'as pas la Évidemment, c'est représentation sensible de la. Comment dire, des injonctions et des choses ancrées, quoi. Mais je trouve ça ouf, ouais. Les films, les séries. C'est le moment pour moi de faire pause. On arrive dans le passage de l'épisode où on mentionne des agressions et violences sexuelles. Si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise et que vous le savez, je vous invite évidemment à passer cette partie. Ça dure environ 2 minutes et vous reconnaîtrez la fin de cette section grâce à l'ambiance sonore qui l'encadre. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as amorcé un peu tout à l'heure, là, sur, Nadia, sur le fait que beaucoup de personnes, en tout cas assignées femmes à la naissance, découvrent la sexualité finalement, au moins en partie par l'agression sexuelle. Je ne sais pas si tu penses à des choses précises que tu avais envie de partager là-dessus, ou si c'était juste pour ouvrir la conversation. Et, on Disons lance qu'en le feu. fait, moi, j'ai toujours eu l'impression d'être passée entre les gouttes. Tu vois, enfin de ne pas avoir vécu de gros traumas liés à ça, etc. Jusqu'à MeToo, où en fait la parole s'est énormément libérée. Et tu vois, j'ai relu mon histoire en fait, et je me suis dit ah mais en fait ça, ce qui s'est passé, c'était pas ok. Et là, ce qui s'est passé, c'était clairement un abus de consentement. Et là, en fait, j'ai accepté un truc que je voulais pas. Et putain, mais heureusement qu'il y a eu ce mouvement. Enfin, heureusement qu'il y a eu Tellement. cette déflagration, parce Le que violeur n'était plus juste dans un C'est ça. sous-sol C'est ça. de garage ou de, Mais de parking. Et, je me souviens par exemple que la première fois que j'ai reçu une sodomie, c'était en mode surprise. sympa, ouais. surprise. Sympa, voilà. Mais c'était dans le cadre d'un rapport sexuel avec un mec que j'aimais bien, etc. Et à un moment, genre, il me retourne, il se met de tout son poids sur moi, il prend de la vaseline et hop, quoi. Et moi, genre, je ne pouvais rien faire, quoi. Et à part attendre que ça se termine, tu vois. Et sur le moment, j'ai pris ça en rigolant. Je fais, ah, t'exagères. Dans tout le corps, est-ce que c'est Exactement pareil. Voilà, t'exagères, franchement. Et après, tu vois, mais genre 15 ans après, je me dis, mais en fait, c'était absolument pas OK ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, j'en ai parlé. En fait, c'était parce que à cette époque-là, je travaillais, j'étais dans une équipe d'animation dans un club de village, enfin dans un village de vacances. Et je retombe sur une photo de cette époque-là et je me fais, ah, mais en fait, ce que j'ai vécu avec ce mec-là, c'était vraiment problématique. Et donc, j'ai posté un post sur mon Facebook en racontant cette histoire. Et alors que MeToo avait déjà 2 ans et que tout le monde en avait déjà parlé, etc., j'ai une copine qui m'a dit merci d'avoir parlé parce qu'en fait, ça m'a fait prendre conscience que moi aussi, ce truc-là que j'ai vécu un jour, en fait, j'en ai parlé avec mon agresseur. Voilà, je lui ai dit, j'ai eu le courage de lui en parler. Et que je me dis, putain, en fait, l'importance de cette libération de parole, c'est tu peux avoir entendu 200 personnes qui parlent de leur témoignage, il suffit que ce soit la 205e ou la 206e. Tellement. Et en fait, ça va déclencher le truc chez toi qui va faire que tu vas en parler et que tu vas peut-être être cette autre personne pour quelqu'un d'autre aussi qui va en prendre conscience et qui va pouvoir en parler. C'est pour ça que c'est tellement énorme, en fait, cette libération de parole, Tellement, cette ouais. écoute. Ouais. Mais c'est ce que tu disais, Marion, tout à l'heure, quand tu as dit cette espèce de changement de corps. Parce que pour moi, entrer dans la vie sexuelle, il y a aussi cette entrée du désir masculin dans ma vie, alors qu'avant, j'étais un être neutre. Comme ça, je voguais. Et puis, soudainement, je deviens un objet sexuel pour mes camarades de classe. Et il y a ce shift, et quand je dis camarade de classe, je suis bien gentille, car c'est aussi pour le prof, pour le pote de ton père, voilà, tous ces gens qu'on adore. Ah, t'es une petite femme maintenant. Voilà, ces personnes-là. Ça se voit sur mon corps que j'ai eu mes règles, ça. mais ta gueule, s'il te plaît. C'est ça, et moi, être draguée par des mecs de 50 ans alors que j'en avais 15, c'est genre...
train de se prendre la pluie. Je sais pas, vous l'entendrez à mon avis dans les micros, si vous entendez un joli son, c'est la pluie. C'est ça. Mais c'est ça en fait. Et c'est ce truc de d'un coup, on devient des proies, des cibles. Il faut faire attention dans la rue du jour au lendemain. Ça n'a aucun sens. Et je voulais dire un truc, parce que je le ressens très fort depuis que tu as parlé d'avoir eu à te planquer pour... Mais en fait, j'ai une gratitude pour mes parents là, mais un truc de... Parce que moi, j'ai été éduquée par des anarchistes, en fait, donc par des gens d'extrême gauche. Et en fait, je réalise à quel point, en fait, moi, j'ai pu ramener tous mes petits copains, mais quand je dis tous mes petits copains, c'est d'une semaine à l'autre, chez mes parents, sans que ça ne pose aucun problème. J'ai pu inviter des gens chez moi qui ont pu faire leur première fois chez moi, parce que c'était en sécurité pour eux. Ils venaient chez moi pour faire leur première fois. C'était un espace où mes parents ont toujours accepté qu'on boive de l'alcool, parce qu'on le faisait chez eux et que du coup ils pouvaient contrôler. Il y a eu un coma éthylique chez moi, mes parents ont pu en prendre soin. Enfin, des trucs comme ça, et à l'époque je me disais, ah ouais, mais du coup en fait c'est la débauche, c'est n'importe quoi. Mais tellement pas. Non. En fait, genre vraiment, Faire des expériences en sécurité. c'était beaucoup plus sécurisé. Et en fait, mais j'ai une gratitude, mais depuis tout à l'heure, qui est en train de monter, mais d'avoir eu ces parents qui ont eu cette intelligence de se dire, mais évidemment qu'ils vont faire Ouais, il y a toujours n'importe ce quoi. truc de on le voit pas donc ça n'existe pas. C'est ça. Mais en fait, non, Ah, c'est mais le contraire. merci, quoi. Franchement, Et ils ont pris ça en charge et ils nous ont accompagnés là-dedans, que ce soit ma sœur, moi. J'ai une immense gratitude pour ça, quoi. Je crois que c'est un peu l'un des messages aussi sur le fait de dire que c'est pas parce que ça n'existe, enfin que ça n'est pas vu que ça n'existe pas. C'est ça. Et je voulais rebondir, et je crois, je sais plus qui en a parlé tout à l'heure aussi, mais je voulais rebondir là-dessus, sur ce que tu disais, je crois que c'était toi, sur le fait que le corps est d'un seul coup sexualisé donc à la puberté. Et en fait, moi, ce qui est fou dans mon éducation à moi, qui est donc très religieuse, je ne me suis pas étendue là-dessus, mais il y a toute une vidéo sur la chaîne, si vous tombez là-dessus, que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous rendre compte. Mais en gros, moi, on m'a expliqué très tôt que mon corps était problématique parce qu'il tentait les hommes et qu'il les faisait faire des choses qui les rendaient eux impurs. Alors que moi, mais qui les rendaient eux impurs et eux condamnés, c'était de ma faute parce que mon corps provoquait ça. Donc j'avais vraiment ce truc de, il faut surtout pas qu'on voit mes seins. Et moi, j'ai beaucoup de poitrine et il y avait vraiment ce truc de, il faut surtout pas qu'on voit mes seins, mais c'est provocateur. Pas possibilité de porter des jupes au-dessus des genoux. Il y avait vraiment ce truc, pas les épaules. Fallait pas montrer ses épaules. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et donc moi, j'ai eu un peu cette sensation à l'adolescence, quand mon corps a commencé à avoir ses formes, d'être dégueulasse, quoi, d'être sale et de susciter quelque chose de sale dans le regard des garçons à l'école. Et en fait, quand je voyais ce regard-là, je me sentais extrêmement sale, en fait. Et ça, c'est un truc qui est très profond dans l'éducation et qui a... Enfin, pour le coup, j'ai connu aussi des agressions sexuelles. Pareil, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je ne vais pas les aller là, mais... Et il y a vraiment eu ce truc. Moi, je me suis dit, ouais, mais c'est de ma faute, c'est mon corps, en fait, qui suscite ça chez l'autre. Ils ne peuvent pas se retenir parce que mon corps, quoi. Et vraiment ce truc fou qui, à mon avis, mériterait d'être encore davantage discuté. J'en entends plus parler qu'il y a 5 ans, mais on n'y est pas encore, quoi. Mais il y a eu un mouvement récemment de la part des collégiennes, lycéennes pour se positionner contre l'interdiction de porter des shorts pour les filles. Ouais. Alors que les garçons, c'est OK. Et, pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce que le corps d'une fille serait moins montrable que le corps d'un garçon ? Qu'est-ce que ça sous-tend, en fait ? C'est pas le fait que les filles portent des shorts. Le problème, c'est le regard qu'on pose sur elles, le souci. La sexualisation, quoi. C'est ça. Et c'est hyper infantilisant aussi pour les mecs. Et dans ce mouvement dont tu parles, il y a aussi pas mal de mecs qui sont positionnés en disant, en fait... C'est bon, je suis pas ça va, sac je gère. d'hormones. Je gère. Je peux voir un short, c'est bon. C'est ça, et qui se sont aussi positionnés, qui ont mis des jupes en mode non mais foutez-nous la paix, quoi, en fait. Si on a envie de suivre le cours, on suit le cours. Et c'est pas parce que ma camarade elle a mis un débardeur à bretelles que je vais pas suivre le cours. Et je trouve ça juste un animal, quoi. C'est bon. hyper empouvoirant de se dire que chacun ici prend ses responsabilités. Et j'ai de l'espoir. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup d'espoir pour les petits. Des plus jeunes. Mais, Ouais. excuse-moi, vas-y. Je vais revenir sur le mot sale que tu as utilisé. Se sentir sale, c'est un truc. Mais qui... Faut qu'on se la fait cette vidéo un jour ou... Non, mais qui revient tellement de fois. Je l'ai vu beaucoup dans mes coachés aussi.
alors, il est souvent avec un autre mot aussi qui est j'ai été naïve. Oui. Voilà, parce que ça a été non seulement de notre faute que on a été agressé, mais du coup, en plus de ça, on se sent sale. Et il y a un schéma que je dis souvent, c'est que, en fait, moi, aujourd'hui, tu mets en face de l'homme, de la femme, la plus naïve du monde, la plus vulnérable, elle est à poil devant moi, et elle me dit, vas-y, et ça se voit que c'est forcé, mais en fait, je n'y vais pas. Donc, pourquoi tu partirais du principe que toi, dans ta situation, c'est parce que tu as été naïve que tu as été agressée, ou c'est parce que ton corps, il avait certaines formes, que tu as été agressée. Si toi, dans la situation inverse, tu n'agresserais pas la personne, tu n'irais pas la violer, ça ne marche pas, en fait. Ça prouve bien de quel camp est la culpabilité, quoi. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire le coupable plutôt que la culpabilité, parce que les deux ne vont pas forcément ensemble. Et ce truc de ça, moi, je vois bien quand je suis rentrée dans ma vie sexuelle, et là, vous parliez toutes, je me refaisais le film, mais j'ai eu mes premiers préliminaires. On va pas débattre sur le mot, mais j'avais 14 ans, c'était avec un homme de 25 ans. Les premières fois dans la vie sexuelle, c'était pas sécuritaire. Les autres fois, ça s'est fait avec des viols et des agressions. Et puis, pareil, il y avait même au-delà de l'agression physique, il y a aussi cette domination mentale qu'on apprend à recevoir, et c'est normal, c'est la norme. À aucun moment, moi, quand j'avais 14 ans et que j'étais avec un mec de 25 ans, ou quand j'en avais 16 et que j'étais avec un mec de 23, je me disais juste, je suis mature. Ouais. Et c'est normal. D'où tout le travail qu'on fait dans le Sexpo sur le consentement, parce qu'en fait, consentement éclairé, spécifique, etc., c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, là, il y a un biais de pouvoir, De ouf. et un biais énorme. D'expérience. D'expérience. Ouais. C'est le biais d'expérience aussi dans ce cas-là, qui est énorme, parce que moi, j'ai eu la même... Alors, j'aurais dû me marier avec lui, on n'a pas fait de sexualité, enfin bon, bref. Dans mon groupement religieux, j'étais fiancée ou plus ou moins en fréquentation avec quelqu'un qui avait 25 ans, j'en avais 17. Il y a vraiment ce truc-là, c'est que j'étais même valorisée au sein de l'église, enfin, ça s'appelle pas une église, ça s'appelle une salle du royaume pour nous, mais au sein du groupement, en tout cas religieux, il y a vraiment ce truc de je suis valorisée parce que je suis validée par un mec. Puis en plus, on me disait tout le temps que j'étais mature, intelligente et nanana. Donc il y a vraiment ce truc de ça y est, je suis une femme. Puis j'avais l'air aussi, en tant que femme, moi à 17 ans, on m'en aurait donné 22, 23 en fait. Pareil. Et, Et en plus, ce qui va avec la notion de ok, c'est une transition la puberté. Hein. Je suis dans cette, je me cherche, je sais pas qui je suis en quête identitaire. Et moi, en tout cas, la première chose que j'ai faite, c'était coller au modèle. Il faut que je sois dans une relation longue, monogame, hétérosexuelle, sérieuse. Je colle au modèle. J'ai tout fait pour coller au modèle. Je veux dire, aussi dans ma vie pro, quoi. J'ai fait les études, j'ai fait le CDI, tout ça. Tu colles au truc parce que du coup ça te donne des repères. Comme tu es en perte totale de repères. En fait. Mais ouais, c'est pas un problème du tout de vouloir coller au modèle, mais il faut avoir l'espace de faire autre chose. C'est ensuite que tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? J'ai collé à un modèle que je n'ai pas choisi. Et ça, c'est genre hyper empouvoirant de s'en rendre compte, de faire un dézoom en se disant, oh, ça fait 3 relations monogames longues que j'enchaîne. Ça fait 8 ans de ma vie quand même. Et si on arrêtait d'essayer, parce que ça fait 3 préavis d'appartement, c'est chiant. Et voilà, et si tu te dis, en fait, je peux choisir ce qui est bon pour moi. Faisons une coloc queer. Mais donc voilà, j'avais envie de poser ça, le côté, en fait, on n'a tellement pas de repères que ça structure d'en avoir et de Parce le qu'on suivre. parle pas, en fait. Et du coup, On c'est parle facile. pas. Et du coup, comme on est dans l'hétéronormativité, la cisnormativité, on va vers ce qu'on connaît. On va reproduire aussi le modèle de nos parents. Je veux dire, cette famille, tout ça, tu te dis, ok, il faut que j'ai la même chose, sinon je ne vais pas être heureuse, quoi. Je fais un peu le lien entre ce que tu disais, Lille et Marion. Alors, j'ai parlé de ma famille. Moi, je suis maman d'une ado de 15 ans. Donc, elle est en plein dans ces questionnements-là. Elle et son groupe de copines. Alors, en même temps, elles ont un truc que nous n'avait pas à leur âge, c'est qu'elles ont le Covid. Hein. Je veux dire, elles vivent la période Covid. Ça fait quand même plus d'un an que tout le monde est confiné. C'est pas la même, t'as 15 ans. C'est pas un an à notre âge. Mais c'est ça, c'est 10 ans en fait. C'est une décennie. Et donc très isolés, mais très en contact les uns avec les autres pour autant, mais chacun chez soi, quoi.
C'est difficile de trouver, enfin, il n'y a pas de teuf. Il y a Donc, pas il de... faut être imaginatif pour le sexe à distance. Donc, C'est distanciation ça, ouais, sociale. c'est ça. Beaucoup d'imagination, Non, non. mais ça marche. C'est compliqué. Bon, quand même, ils arrivent à se voir et à faire des trucs, etc. Mais moi, je sais qu'en devenant mère, ma grosse mission, c'était de se dire, bon, allez, on prend toutes les merdes qu'il y a dans la famille, là, et une par une, on les dégage. On les dégage, et donc, thérapie, etc., etc. Mais pour moi, c'était vachement important que la sexualité, ça puisse être un sujet hyper facile à aborder avec elle. Les drogues, ça puisse être un sujet super facile. La recherche identitaire, tout ça. C'est vraiment des trucs grâce aussi aux produits culturels qu'on a maintenant et qu'on n'avait pas. On a Sex Education, on a Big Mouse, on a des trucs comme ça. Donc, on a regardé toutes ces séries ensemble et ça a pu être le support de conversation. Ça a pu être. Après, moi, j'ai aussi eu une éducation personnelle. Que je me suis fait, c'est-à-dire que je n'ai pas hérité de ma famille, hein, mais féministe, anarchiste, etc. Donc on parle de tout ça, beaucoup. Et alors, on parle de sexualité. Je ne lui parle pas de ma sexualité, elle ne me parle pas de sa sexualité. Mais on théorise beaucoup et voilà. Et après, j'ai de la chance aussi d'avoir des amis formidables qui font de la prévention sexuelle en milieu scolaire. Et j'ai de la chance que ces personnes soient en contact aussi avec ma fille et qu'elle baigne du coup dans cet environnement où elle sait que c'est facile. Et ses copines, quand elles viennent à la maison, on peut parler de cul, on peut parler de drogue, on peut parler de plein de trucs dont elles ne peuvent pas parler avec leurs parents, quoi. Et moi, j'adore parce que je suis dans leurs histoires. Enfin, genre, il y a 2 semaines, donc elles ont leur petit call WhatsApp du soir, etc. Et je sentais que l'énergie était hyper high et que c'était beaucoup plus aigu que d'habitude dans sa chambre, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il y en a une d'entre elles qui a fait sa première expérience sexuelle avec son copain. Donc, elles étaient en train d'en discuter, etc., de débriefer le truc. C'était trop drôle, quoi. Et donc je me dis, putain, je me sens chanceuse d'être en fait aussi dans leurs histoires, qu'elles puissent m'en parler. Des fois, genre, c'est 45 minutes de réunion pour savoir ce qu'on doit répondre à la story du crush de l'une d'elles sur Insta, quoi. Genre, on est dans ce genre de truc, quoi. C'est important. J'ai envie de vous poser une question que je trouverais très fun. C'est quel est le truc qui vous aurait fait gagner du temps si vous l'aviez su plus tôt. Le truc que vous auriez aimé qu'on vous dise. Ah putain, mais moi je sais direct, je vais te répondre tout de suite, c'est la non-exclusivité. Mais quand j'ai découvert que ça pouvait être possible, je fais mais what the fuck ? Pourquoi personne m'a rien dit ? Moi, je savais qu'on pouvait faire l'adultère. Dieu ne veut pas. L'adultère, et l'adultère c'est mal, et c'est plutôt un truc qui est pratiqué par les hommes que par les femmes en plus. Hein. Mais parce qu'ils sont malsains, leurs hormones, tout ça. Ouais, c'est pas le choix. Plus fort les que. besoins. Tu comprends, Ils ont des besoins. La nature, la nature. Donc ouais, quand j'ai découvert le polyamour. Je me suis dit, en fait, on peut être non exclusif de manière éthique. Waouh. La salopotique, fameux bouquin extraordinaire. Mais moi, tu sais, j'ai découvert tout ça grâce à Françoise Saint-Père. Au jour, je me suis retrouvée vraiment à googler aimer plusieurs hommes. Et je tombe sur ce bouquin, tu vois. Et à partir de là, ça a déroulé tout le reste de ma vie. Mais merci. Enfin, je ne savais pas, tu vois, j'aurais tellement aimé. Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à faire des cafés polis et à faire partie de cette communauté et à les animer, etc. Parce que je me suis dit, mais moi, j'aurais tellement aimé avoir ces ressources quand j'ai commencé, parce que j'ai fait toutes les conneries du monde, en commençant en polyamour aussi. Hein. Et en fait, si je pouvais avoir accès à des personnes qui l'ont vécu, qui ont un peu d'expérience là-dedans, pouvoir en discuter avec elles, putain, ça m'aurait tellement évité. Je me permets de le poser là, mais parce que ça vient dans la discussion, mais nous, on est en train d'ouvrir, donc chez CSB, on bosse en plus ensemble sur ce projet. Lille bosse avec moi dans C'est vrai. Ça bien. Et on bosse sur un accompagnement justement pour les personnes qui ce sera sorti je pense au moment où les talks sortiront, mais pour aider les personnes qui rentrent dans la vie polyamoureuse en fait, ou dans en tout cas l'ouverture, genre je sors de la monogamie, donc ça peut être avec n'importe quel angle et à tes souhaits. À tes souhaits. Il y a la régie qui fait du bruit, là, c'est n'importe quoi. Sinon, c'est la régie qui fait du bruit, ça va pas. Et du coup, on va accompagner des gens là-dessus. Et je pense qu'à cette occasion-là, on fera aussi... il y aura notre accompagnement, bien sûr, qui s'adresse à des personnes qui ont envie de se faire accompagner, d'investir financièrement là-dessus. Mais je sais qu'à cette occasion-là, on fera certainement énormément de contenu gratuit parce que c'est comme ça qu'on fait à la maison. Ouais. Donc, on fera du contenu là-dessus. Donc, ça peut être vraiment chouette. Et je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment ce besoin de, mon Dieu, quand je commence, je suis jaloux, donc que fais-je? Comment ça se passe? Je panique. Voilà. Tu t'es attaché à un autre être humain. Oh là là. Tu dois plus l'aimer l'autre. Hein.
Je suis vraiment une mauvaise personne. Tu es tellement une mauvaise personne. C'est ça. Comment faire? Bon. Je dois choisir. Le truc, on se le fait dans Ouais. l'ordre. Le truc que tu aurais voulu savoir, Ben, ça t'aurait changé la donne. que c'est pas mal d'avoir du désir en fait. Enfin, je me rappelle que j'avais tellement personne avec qui en parler que, en fait, moi, j'étais pas très formée entre guillemets quand j'avais 14-15 ans, et pourtant j'avais énormément de désir. Et du coup, c'était pas quelque chose que je partageais énormément. Et ouais, j'aurais bien aimé avoir des gens avec qui en parler en fait. Et qui me disent que c'est ok, que c'est normal, que c'est naturel. Enfin, ouais, que c'est naturel pour le coup, que c'est humain. Et voilà, peut-être ça m'aurait évité de faire un truc très con qui est d'aller sur des forums. Ne le faites pas, franchement. Enfin, c'est pas hyper top selon le curseur de saifitude du dit forum. Mais ouais, je pense que j'ai pris des risques en fait pour pouvoir m'exprimer là-dessus et avoir des échanges là-dessus avec des gens. Et j'avais honte aussi. J'avais honte. Et ouais, je crois que... Le droit au désir, quoi. Du coup, à petite moi de 15 ans, qu'est-ce que... Je pense que... parce que j'allais dire un truc assez proche de toi qui est... être désirable, c'est bien. Désirer, c'est mieux. Il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Mais j'ai envie de... Quelque chose quand tu dis ça. C'est vraiment ce truc de... En fait, au lieu de te préoccuper d'être désirable pour l'autre, essaie de te demander ce que toi, tu veux, quoi. Gagner un peu de temps, effectivement. Et ça, j'aurais gagné pas mal de temps. Et le deuxième truc sur lequel pas mal de temps, c'est fais des trucs avec tes pieds, mais pas forcément dans le sens fétiche, même si c'est cool aussi, mais un truc du genre de ce n'est pas juste la chatte et les zones érogènes. En fait, tes genoux peuvent être érogènes, tes doigts de pied peuvent être érogènes, demande à des gens de te sucer les doigts, je ne sais pas. En fait, prends conscience que tu es un corps entier. Et que tu n'es pas juste des morceaux de corps découpés dans lesquels on rentre des objets. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point il y avait un côté morceau de corps de femme dans ma sexualité hétéronormée. C'est ce truc de... en fait, je me pensais par bout, en fait. Ouais. Je me pensais par morceaux. Et en fait, en sortant de ça, en me pensant global, en me pensant corps entier, ça a changé tellement de choses à ma sexualité. Du coup, je pense que je lui dirais ça. Pense-toi comme un corps entier, en fait. Tu n'es pas juste un morceau ou un ensemble de morceaux qui s'envoient des informations. Qu'est-ce qui m'aurait fait gagner du temps? Tellement de choses. Et en même temps, alors quoi dire là qui a pas forcément déjà dit. En fait, j'ai une anecdote qui me vient en tête et qui me fait rire. Donc, je vais la dire avant de l'oublier. Ça répond pas exactement à la question. Vous avez le droit de faire ça aussi. Hein. Je fais pas ça juste parce que je suis le host de ça. En fait, je viens de me rappeler d'un truc qui me fait rire. C'est qu'en fait, j'ai galéré. Donc, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité. Parce qu'il y a un truc quand même chouette à avoir été éduqué dans un endroit où on n'en parle vraiment pas. C'est qu'en fait, je suis pas arrivée avec tous les a priori de une femme, ça doit jouir comme ça, un homme, ça doit jouir comme ça, parce qu'en fait, j'avais tellement zéro information qu'en fait, c'était exploration totale. Mais j'ai eu tout ce moment où ça a duré quand même quelques mois, et j'avais dans la vingtaine, donc je n'osais pas le dire, où je ne comprenais pas comment on passait, parce que j'avais vu un sexe d'homme, genre parce que des potes étaient changés dans des vestiaires, des machins, des trucs. Je ne comprenais pas comment on passait du sexe d'homme que j'avais vu comme ça sous la douche, à un sexe en érection que j'avais vu dans les pornos. Et impossible de trouver un moment en vidéo, dans des pornos, des trucs, où on voit l'ascension. Mais je ne comprends pas l'ascension. Et tout le monde trouve ça normal. Genre le truc, il a triplé de volume. Tout le monde trouve ça normal. Comment ça? Comment? J'ai eu tout ce moment. Alors là, on est en 2004-2005. Donc Internet a Imul, hein, les amis. Hein. Imul pour télécharger. Il n'y a même pas Facebook à ce moment. Même pas YouTube. Non, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas YouTube. Et je suis là en train d'essayer de trouver des trucs. Et je suis tombée sur une vidéo. Maintenant, je sais que c'est du tantra. Mais à l'époque, je ne le savais pas. D'une femme indienne. Ça parlait en indien. Il y avait une musique. Et il y avait des sous-titres en anglais. Et qui massait un pénis et qui dans tous les sens. Et qui le tirait, qui le machin, qui le truc.
et qui durait 45 minutes. J'ai vu cette vidéo, mais je ne sais pas combien de fois, et je trouvais ça magique. J'étais là, moi aussi, je veux faire ça. Alors, le pauvre mec avec qui il s'est retrouvé la première fois, je lui ai fait des trucs là. En fait, ça m'avait grave éduqué. C'est sitar qu'on entend. Et en fait, ça m'avait grave éduqué sur le... Parce que j'étais pas sur le haut bas. Hein, moi, j'étais sur le... Voilà. Et ça reste un truc aujourd'hui, même dans la communauté Sexpo, on me connaît pour les massages péniens, qui sont des massages qui n'ont pas but stimulatoire, donc c'est très différent. Et ça vient de là, et je me souviens que c'est parti d'une recherche de « je ne comprends pas cet engin ». Et je me demande si je suis la seule, parce que je pense que les personnes qui ont un pénis, ça les fait rire, évidemment. Mais quand t'as pas de pénis et que t'en as jamais vu, bah, t'as quand même cette problématique. Bref, je trouve ça mignon et j'avais envie de le dire là. Et peut-être un truc qui m'aurait fait gagner du temps, Savoir l'ascension. c'est qu'on m'explique qu'en fait, l'érection, c'est un vrai truc et qu'on m'explique que c'est un processus. Et pensez, je sais pas, si votre métier dans la vie, c'est d'éduquer les gens à la sexualité, pensez que les personnes à vulve ne savent pas comment marche un pénis. Je sais pas, c'est hyper important, on parle déjà beaucoup des pénis, mais bon, bref, ça m'a manqué. Et qu'est-ce qui aurait pu me faire gagner du temps ? Je pense toute la partie questionnement sur l'orientation sexuelle et l'orientation amoureuse. Pareil que toi, les relations multiples. Le fait de ne pas me sentir sale. Oui, parce que du coup, je m'étais dit, c'est parce que moi, je suis une salope, en fait. C'est pour ça. Je le dis pas. Je suis une chaudasse du cul. C'est ça, je pense que ça, je cette parle que de étiquette, ça. quoi. Et en plus, je peux prendre assez de place socialement par moment et du coup faire des blagues, etc. Donc il y a vraiment ce truc de c'est parce que moi je suis une chaudasse. Donc je dirais peut-être à la moi de 15-16 ans qui a envie de parler de cul, qui s'en empêche et qui a du désir, je lui dirais t'es normal. C'est hyper bateau comme phrase, mais je crois que plus vite on apprend que tout est normal, en fait, il n'y a pas vraiment de... Enfin, que ton désir est légitime et que ce que tu ressens est légitime, qu'est-ce que soit le désir, le type de fantasme, etc. Plus tôt tu comprends ça, plus vite tu t'autorises en fait à aller explorer. Ouais. Donc je dirais ça m'aurait fait gagner pas mal de temps. J'enchaîne. Alors j'ai deux choses aussi. Du coup j'ai ma petite anecdote qui t'a enjaillé totalement. Moi j'aurais bien voulu connaître ma vulve en fait. Hein. Petit miroir. Ouais. Petit miroir. Ouais. On a des miroirs d'ailleurs ici. Hein. Oui, je crois qu'il y a un atelier d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc, magnifique. Je dirais pas que je la connais encore à 100%, mais déjà au-delà du schéma qu'on apprend en troisième, de savoir se le représenter sur soi, quoi. Parce que il y a quand même un truc qu'il faut rappeler, mais toutes les vulves sont différentes. Et moi je savais pas ça. Je savais pas que toutes les vulves étaient différentes, et je me souviens très très bien de ce moment de 4e, 3e, où il y a la fameuse éducation sexuelle, mais je ne sais pas à quel point on peut la voir, parce que dès que tu poses une question, tout le monde rigole et c'est pas très sérieux, quoi. Et j'ose enfin poser la question de est-ce que c'est normal si on a des petites lèvres plus grandes que les grandes lèvres ? Merci. Non mais c'est tellement important, quoi. Et j'ai fait exprès de ne pas la poser pour moi, tu sais, genre en général, lol. C'est pour une amie. Et je me souviens plus de la réponse. Pour être honnête, je me souviens des rires et je me souviens qu'après tout le monde s'est dit Déborah, tu vas avoir une vulve très chelou. Je me suis fait opérer d'ailleurs. J'ai eu coupé les petites lèvres et je ne sais pas comment dire, parce que en fait jusqu'à aujourd'hui, du coup, je pense que ça me fera encore gagner du temps, mais je connais pas assez ma vulve en fait. C'est-à-dire que j'ai appris il y a vraiment 1 mois qu'en fait j'avais des cicatrices de l'opération que je ne savais pas parce qu'on les voit pas visuellement, mais on les sent que au toucher. Mais il faut se concentrer dessus. Donc ça, je ne le savais pas. Comment ça se passe à l'intérieur ? On parle du fameux point G, on parle de le col de l'utérus. Moi, voilà, il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres. On a des spéculums. Moi, j'ai pris le mien. Ouais, voilà. Si on le fait bouillir, je peux le prêter. Mais il faut le faire bouillir, quoi. Et ça, c'est génial. C'est l'un des ateliers les plus utiles que j'ai eu de ma vie, juste d'aller observer miroir, spéculum, enfin juste voir, en fait. Ouais, totalement. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais je vois totalement. Mais aussi le clitoris, enfin, où est-ce que c'est ? Enfin, toutes ces choses-là... Ça m'aurait fait gagner du temps, et aussi dans la masturbation, parce que moi, je ne comprenais pas que ce que je faisais, c'était de la masturbation, parce que c'était des mouvements à l'extérieur, et moi, j'avais intériorisé que normalement, on est censé mettre des doigts à l'intérieur. Ouais, moi aussi, j'avais ça. Du coup, c'est chelou. Pourquoi ça veut dire que tout le monde met des doigts à l'intérieur ? Moi, je ne mets pas des doigts à l'intérieur. J'ai un problème, tu vois. En fait, c'est juste parce que je ne connaissais pas la vulve, quoi. Donc voilà, ça, je dirais que c'est la première chose. Et la deuxième chose qui vient en lien avec ça, c'est les sextoys, quoi. Pareil, c'est rentré dans ma vie cette année peut-être.
quand j'en ai que un, il faut que j'en achète plus. Mais de se dire, moi pendant longtemps, j'en ai pas acheté parce que il y a tous les trucs de c'est quoi la place de ton copain du coup là-dedans peut-être que tu vas venir, il faudrait quand même pas qu'il soit exclu. Voilà, qu'il soit exclu par un objet. En danger, Ah ouais, par un vraiment, donc, pénis en on silicone. pourrait du plaisir sans lui. Je sais pas si tu réalises à quel point c'est pas du tout OK. Et aussi, moi ça me faisait peur aussi, hein, les sextoys. Hein, Ouais. Je sais pas, c'est bizarre, c'est vibrant le truc. Hein. Donc ouais, je pense que les deux, j'aurais bien voulu y avoir accès plus tôt et qu'on m'éduque dessus, qu'on m'explique. Ouais, bien Ouais. sûr. Les découvrir tout seul, bon, ça a des limites, quoi. Voilà. Ouais, moi, je n'ai qu'une chose à dire, brosse à dents électrique. J'ai parlé. Ok, je prends la parole du coup. J'ai plusieurs trucs à dire. Je vais essayer d'être concise. Le premier, c'est pas normal d'avoir mal. Essayez avec du lubrifiant. Il n'y a jamais trop de lubrifiant. Team lubrifiant à mort. Ça aide beaucoup de choses. Et si vous avez toujours mal, consultez parce que c'est juste. Enfin, vous n'êtes pas seul. Il y a genre plein de gens à qui ça arrive. Prenez votre temps. Forcez pas, quoi. Faites pipi après. Ça vous évitera les infections urinaires. Moi, on me l'a pas dit et c'était chiant. Et maintenant, je sais. Donc, je le dis à tout le monde. Et le dernier, pour moi, c'est celui qui va me faire gagner le plus de temps, si je le dis à mon moi du passé. C'est qu'en fait, chaque personne est responsable de son plaisir. Il ne faut pas attendre que ton partenaire soit responsable de ton plaisir. Parce que du coup, ça va pas marcher en fait. Surtout si t'es une femme. Et donc, le fait de dire, ok, en fait, moi j'ai envie d'avoir du plaisir sexuel. Et donc, du coup, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que la pénétration, c'est pas un truc qui me branche de ouf. Et du coup... Ou l'inverse, c'est ok aussi. Je dis parce qu'il y a beaucoup de stimulation vulve externe. Je suis team non vulve externe. C'est ok aussi. Ça Ouais. fait pas de toi une salope de vouloir de la pénétration. Ouais, je le pose. Et en fait, le fait de se rendre responsable de son propre plaisir, c'est pas attendre que l'autre le fasse pour soi. Ouais. Et c'est aussi valable pour les mecs, c'est-à-dire que ce n'est pas à ta partenaire de te stimuler jusqu'à ce que tu aies un orgasme, en fait. Tu peux très bien le faire toi-même, surtout que tu connais mieux ton corps qu'elle. Donc ça ira beaucoup plus vite. Et elle n'aura comme ça pas de crampes. Et ça, non mais on le dit n'y pas, pense tu vois, mais, pas. non mais en fait quand tu débutes, tu te dis ok, c'est ma responsabilité, je dois faire que mon partenaire est satisfait et donc du coup tu te fais des crampes quoi. Je veux dire, à quel moment ça devient du plaisir quand tu te mets la pression genre il faut qu'il joue, c'est tout. Non, faites pas ça. Genre dis ok, là je sens que je suis un peu fatiguée. Est-ce que tu viens prendre le relais? Et voilà, fin de l'histoire. 3 minutes, c'est plié, tac tac. On n'en parle plus. Vous gagnerez beaucoup de temps et beaucoup de satisfaction. Donc on est vraiment sur de l'efficacité là, les amis. Hein, parce que, moi, j'aurais gagné du temps si. Non mais ouais, j'ai passé trop de temps à prendre la tête pour ça. Mais c'est vrai que je rebondis sur toi, Déborah. Moi aussi, dans mon histoire, il y a eu l'acquisition d'un petit rabbit vibrant assez tôt. Et c'était vraiment bien. Enfin, c'était le truc qui m'a... à l'époque, c'était... Ouais, moi, j'avais 20 ans à cette époque-là, donc c'était autour de 98, un truc comme ça. Et donc, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas commander des trucs. Enfin, voilà, il y a eu Sonia Riquel qui avait fait genre un gros happening parce qu'elle avait ouvert dans sa boutique de Saint-Germain-des-Prés un petit corner un peu olé olé où on pouvait trouver des sextoys et un peu de lingerie un peu coquine, quoi. Mais genre... ça a fait beaucoup parler de ce truc-là, mais c'était la première fois que les femmes étaient invitées à aller acheter des sextoys. C'était, voilà, pour elles, ouais, c'est ça. Donc c'était énorme, c'était énorme. Merci à vous toutes en fait, en vrai, parce que nous, on n'en serait pas là dans notre vie sexuelle s'il n'y avait pas eu ça. Et j'espère que nous, on est précurseuses et précurseurs aujourd'hui de ce qu'il y aura après pour les générations futures, la génération de ta fille, etc. C'est clair. Il y a quelque chose que j'ai pas dit et dont je vais certainement plus parler dans le talk sur le désir et le plaisir. Mais il y a un truc que je veux me mettre là. J'ai pas ressenti le besoin d'en parler, donc c'est aussi intéressant de se rendre compte que finalement ça a peu d'importance aujourd'hui dans mon entrée dans la vie sexuelle
Et je trouve que c'est un beau message, donc j'ai envie de le mettre. Mais moi, mon premier orgasme, je l'ai eu dans une agression sexuelle quand j'avais 7-8 ans. Ton premier quoi pardon. Orgasme. Ah ouais. Quand j'avais 7-8 ans, et c'était lors d'une agression sexuelle. Et aujourd'hui, c'est un non-sujet, donc si vous avez envie de m'en parler en privé, de ce genre de choses, si ça vous parle, on pourra s'en parler. J'en ai déjà parlé avec plein de gens en privé. Et il y a beaucoup de honte autour de ça, du fait d'avoir des orgasmes pendant des agressions sexuelles, surtout quand c'est ton premier et que tu es un enfant. Donc on en reparlera dans le désir et tout, mais je veux le mettre là pour les personnes qui regardent Restock et à qui ça pourrait envoyer une bonne vibe. Voilà. J'aimerais bien avoir l'avis de Marion sexologue sur le jet de la douche. Ah, le jet de la... On a Est-ce pas parlé que du jet de c'est valide ou est-ce qu'il faut faire attention? Ah, En termes de en termes masturbation. microbiote, flore, ok. Ouais. Bah oui, enfin, je veux dire, si, à moins de... Alors déjà, pas de savon, lavez-vous sans savon. Vous avez les réseaux sociaux de Marion en bas. Hein, et de tout le monde ici d'ailleurs, hein, j'ai pas dit. Mais... Et ouais, moi oui, je suis team Jadouche, ouais. Alors moi ça j'ai jamais compris du coup. Hein Bah oui, non, mais voilà. Ouais, non, mais voilà. Un truc avec le... J'ai vu ça dans un film un jour, je fais... Oui, Bah, un c'est truc. totalement externe pour le coup. Et Ouais. enfin, je sais que moi, mon entrée dans la vie sexuelle, elle s'est fait beaucoup dans la salle de bain, tu vois. Et du coup, Ouais, ça me paraissait important de le. trop bien. Ouais, à l'eau, tu... Donc brosse à dents électrique, jet d'eau. Alors, moi, j'étais pas team brosse à dents électrique. C'est un truc qu'on m'a dit récemment. On donne des conseils. C'est ouais, Jet voilà. d'eau, brosse à dents électrique, puis J'en ai après un aussi. womanizer. Ouais, j'en ai un aussi, mais tu m'as débloqué un souvenir. Je l'avais oublié de ma vie, vu que j'avais pas de sextoys et tout et tout. Et à un moment donné, on avait les notifications téléphone qui vibraient. Et il y a le... Tout ce qui vibre. Voilà. Envoie-moi un petit message. Et tu sais, dans les réglages, bon, Ensemble, j'avais c'est un un Blackberry amour, à l'époque, mais dans les réglages, tu pouvais choisir la vibration que tu voulais. Du coup, ils te le mettent en... Tu sais, comme les sonneries, tu sais, ils te le mettent plusieurs fois pour que tu l'écoutes plusieurs fois et tout. Moi, j'étais là, ah, cette vibration, elle peut être bien. Et du coup, elle est en boucle sans que j'ai de notification. Mais vraiment, tu as débloqué le truc. Donc, ouais, le téléphone, mais bon, c'est pas très hygiénique Non, c'est non pas plus. très Quoi, on est hygiénique. d'accord. On a mieux depuis, ouais. On a mieux. Et après, il y a n'importe quel objet qui vous plaît, si vous mettez un préservatif dessus, faut juste faire attention, du coup, d'avoir une bonne La prise louche de votre pour ne pas le grand-mère. perdre. Parce que ça fait de belles histoires. Premier qui te vient. Des belles surprises. Non mais c'est une histoire vraie. Team pénétration, la louche de ma grand-mère, parfait. Ok, Et je on- vais mettre un petit disclaimer là. Attention, si vous faites ça en anal, faites bien attention qu'il y ait une base évasée Oui. pour ne pas le perdre. Parce qu'il y a des muscles qui font que ça aspire. Donc, si vous ne voulez pas faire Passer la soirée aux urgences. des urgences de façon assez cocasse, prenez un truc carrément une base large pour pas le perdre. Quoi. Une louche. Une louche, c'était très bien. Et d'ailleurs, du coup, on n'en a pas trop parlé, mais dans ma construction aussi, il y a eu tout un truc autour de l'hymen. Mais ça, je pense qu'on pourra en parler aussi largement dans le live Twitch. Ça vient dans la conversation. Là, c'est pas venu, donc c'est que ça n'était pas nécessaire. Mais voilà, il y a tout un truc aussi sur la perte de sa virginité. Virginité, Je crois que tu as employé ce mot-là aussi. Moi, je l'emploie aussi. Pour moi, il y a tout un truc autour de ça. Je crois qu'on a toutes et tous ici eu une orientation sexuelle qui s'est transformée, j'ai l'impression. Je crois que je peux dire ça de façon assez exacte. Est-ce que vous avez eu ce truc de... la première fois que vous avez relationné, vous avez eu une interaction sensuelle ou sexuelle avec une personne avec qui ce n'était pas prévu, est-ce que vous aussi, tous vos souvenirs se sont enclenchés dans votre tête, genre oh, mais oui, mais je me rappelle de ce moment-là, en fait, j'avais de l'attirance pour cette personne, ah, mais oui, mais là aussi, genre ce truc de ok, en fait, ça fait longtemps que j'ai du désir pour des femmes et en fait, je le savais pas, quoi. Je relate de ouf. Tu relates ? Ouais, la première fois. Alors déjà, c'était très bizarre parce qu'on ne sait pas quoi faire. On l'a dit avant, mais on a appris à Qu'est-ce qui draguer des m'arrive mecs et tout, mais pas des meufs. Donc, non, il y a ça. Et puis, il y a ce truc de ah, mais oui, c'est vrai, je me rappelle que quand j'étais au collège, j'avais ce truc de le corps des femmes est vraiment trop, trop beau. Et je croyais que pour tout le monde, c'était comme ça. Mais non, enfin, voilà. Alors, après, comme je l'ai dit, dans mon orientation, je sais que ça prend quand même beaucoup moins de place que quand je suis avec des hommes cis. Mais j'ai refait l'historique, quoi. Ah, et là, c'est pour ça que tu avais kiffé ça. Ah, et là, c'est pour ça que si... Et là, ah. Et du coup, ouais, évidemment. Et un autre truc qui m'est venu, c'est tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas d'histoire d'amour entre femmes. Mais du coup, c'est peut-être mon côté aromantique qui parle quand je dis ça. Mais en fait, pour moi, s'il y en a, c'est toutes les histoires de meilleurs amis. Parce qu'en fait,
ce qu'on appelle l'amitié féminine, la façon dont c'est représenté à l'écran, pour moi, c'est de l'amour. Enfin, pour moi, c'est vraiment de l'amour. C'est des personnes qui sont prêtes à mourir l'une pour l'autre, qui sont extrêmement engagées, avec des émotions extrêmement fortes, un attachement très profond. Et en fait, pour moi, ça a toujours été des histoires d'amour, ces histoires-là, en fait. Moi aussi, j'ai eu ces relectures, et notamment aussi... Moi, je me rappelle qu'au début, les relectures que j'avais, c'est quand j'apprenais qu'une des personnes que j'avais connues était en fait lesbienne ou gay. Et je disais, ah oui, mais c'est pour En fait, ça. on avait des indices quand même. C'est ça, on avait des... Mais genre, par exemple, un truc tout bête, mais il n'y a pas longtemps, j'ai appris aussi que des personnes que j'avais connues étaient lesbiennes ou homo à l'époque. Et moi, je me disais, mais en fait, on s'était réunis entre queer et on ne le savait même pas. Et on était entre nous, entre personnes queer, sans se rendre compte qu'en fait, on s'était reconnus et retrouvés. Et c'est quand même assez fou, quoi. Je propose qu'on s'arrête là. C'était trop bien. Ouais. Merci. Et je vous demanderai à chacun de me donner vos réseaux sociaux ou les endroits ou toutes les choses auxquelles vous allez penser dans les semaines qui viennent, que vous pensez être utiles pour les personnes qui regarderont ça. Donc ça peut être des références, des livres, des œuvres d'art, enfin ce que vous voulez. Et allez regarder. Et s'il y a trop de choses dans la barre d'infos, il y aura peut-être un lien vers un document où il y aura tout dedans, parce que la barre d'infos, j'ai une limite. Mais voilà, et merci. Je suis full gratitude de tout ce qui vient d'être dit. Et c'est trop bien. Merci de m'avoir invitée à la dernière minute. Je suis très contente d'avoir participé. Et je suis très contente que tu aies été Merci là. d'être venue, Lily. Merci à tous, à toutes. Et puis on va aller manger. Ah oui. Pour votre gargouille. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se sentir bien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.